Salut à tous. Alors vous êtes nombreux à ne pas avoir pu voir ma vidéo sur l'analyse, la critique du documentaire que je considère être de la désinformation et qui a été diffusé par France 5 sur les compléments alimentaires dernièrement, qui s'intitulait Compléments alimentaires cure d'intox. Cette vidéo a été bloquée par France Télévisions apparemment pour une question soi-disant de droit d'auteur. Donc, sachant qu'on voit presque pas le reportage dans ma vidéo, j'ai tout de même édité la vidéo pour rajouter un filtre noir afin qu'on ne voit pas du tout la vidéo originale de France 5. Si vous voulez voir l'original, il faudra effectivement aller sur la chaîne YouTube de France 5. En tout cas, mon analyse, elle, est toujours complète, donc n'hésitez pas à regarder pour voir un petit peu comment est-ce qu'on manipule l'opinion. À très vite. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce reportage qui a été diffusé sur France 5 il y a quelques jours, qui s'appelait Enquête de santé, compléments alimentaires utiles ou dangereux. Et en fait, en commençant à le regarder, je me suis rendu compte que c'était un concentré de fake news, de désinformation. Je me suis posé la question de pourquoi toutes ces désinformations. Alors on peut se demander si c'est de l'incompétence, si c'est de la méconnaissance. En tout cas, c'est un véritable problème puisque sur la télévision, beaucoup de gens pensent que ce qu'ils voient à la télévision, c'est forcément la vérité absolue. Donc j'aimerais visionner avec vous cette vidéo pour vous montrer toutes les incohérences et vous montrer ce qui ne va pas. Alors si je prends la parole dans cette vidéo, c'est parce que je connais très bien le sujet, parce que je suis journaliste scientifique spécialisé en santé et nutrition depuis de très nombreuses années. Je suis également auteur de différents livres. Et puis, je suis formulateur professionnel dans le domaine des compléments alimentaires depuis de nombreuses années également. C'est-à-dire que j'ai aidé des laboratoires à mettre au point des formules de compléments alimentaires qui soient les plus efficaces possibles. Et puis, par ailleurs, je suis le fondateur du laboratoire Unae, qui est un laboratoire de compléments alimentaires écologiques. Alors, je précise cela parce que je sais qu'on va me dire que je ne suis pas objectif dans mon discours, que je cherche à vendre quelque chose, mais vous allez voir qu'au contraire, je suis très objectif puisque tout ce que je vais vous dire est avéré scientifiquement. Il y a des études scientifiques pour corroborer mes dires, et donc d'ailleurs je les mettrai en dessous de cette vidéo, je mettrai le lien vers ces études, et vous pourrez vous-même aller vérifier tout ce que je vous raconte, et vous allez voir qu'il y a quand même un très grand décalage entre la réalité et ce qu'on veut bien nous raconter. Alors on va partir dans ce reportage. Le temps n'a pas de prise sur lui. Pierre va bientôt souffler ses 95 bougies. Bravo. Chaque semaine, cet ancien bodybuilder continue de s'entraîner. Ses secrets, un entraînement hebdomadaire, une alimentation équilibrée et un petit quelque chose en plus. Ma force, elle est essentiellement dans les minéraux et dans les plantes que j'ai à ma disposition. Et dans l'entraînement peut-être aussi. Alimentaire, pour moi, c'est absolument vital. Je ne vais pas vous faire la liste de tout le détail parce que alors là, ça nous entraînerait vraiment très loin. Disons que je prends le fer, le zinc, le cuivre, le magnésium, le potassium, le calcium, et puis du manganèse. Pour le cœur, je prends de l'aubépine. Sans ces compléments alimentaires, je serais peut-être même plus là. Chez lui, Pierre conserve une impressionnante quantité de compléments alimentaires soigneusement rangés dans ses placards. Mais Pierre, vous en avez combien? Ah dis donc, je sais pas, j'ai peut-être coupé ma vocation de pharmacien, moi. Je sais pas, il y a peut-être 50 kilos dans tout ça. Vous vous rendez compte un petit peu de ce que ça représente, là? Alors, vous savez, le MSM, qu'est-ce que c'est? C'est à base d'une substance qui se trouve dans le chou. Alors d'autres, vous avez du cartilage de raie. Qu'est-ce que j'ai encore? Ça, c'est le bambou. La moelle de bambou comprend énormément de silicium. Toutes ces plantes, elles existent dans la nature. C'est du naturel. Il n'y a rien de synthétique dans ce que je prends. Pierre a découvert les compléments alimentaires vers l'âge de 40 ans. Se sentant vieillir, il cherche un moyen de contrer les effets du temps. Ça s'est fait progressivement en fonction des symptômes que je ressens. Et c'est un petit peu intuitif. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'il dit en fonction des symptômes que je ressens. Ça veut dire qu'il a des symptômes, manifestement j'imagine liés au vieillissement, des douleurs articulaires, des choses comme ça. Et il prend des compléments alimentaires et il continue de les prendre. C'est-à-dire que apparemment, en tout cas, il observe un bénéfice thérapeutique. Vous allez voir que ça c'est quelque chose qui est important ensuite dans la suite du reportage.
Voilà. Parce qu'on peut critiquer, hein, évidemment, mais ça peut être bien aussi d'écouter ce que disent les gens. Il faut mettre suffisamment d'eau avec et vous voyez, ça y est, c'est gobé. Pour rester en forme, Pierre n'hésite pas à investir une partie de sa retraite dans l'achat de ses compléments. Ça revient relativement cher, entre 1200 et 1500 euros par an, approximativement. Vous savez, il y a un principe, un adage populaire qui dit la santé, ça ne s'achète pas. C'est un principe, mais finalement, si malheureusement, la santé, ça s'achète. Ben ça, petite parenthèse, c'est absolument vrai. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est de plus en plus vrai aujourd'hui, puisqu'on voit bien que le système de santé actuel est de pire en pire. Hein. Si vous vous rendez aux urgences, vous verrez qu'il y a de plus en plus d'attentes par rapport à il y a 10 ans. C'est de plus en plus compliqué pour les soignants. Ils ont pas forcément plus de personnel, voire moins de personnel, alors que la population totale française augmente, évidemment. Il y a de plus en plus de zones désertées. Moi, par exemple, j'habite dans une zone désertée. Hein. Si j'ai un problème de santé grave, c'est 1 heure de route à faire avant de pouvoir rejoindre les urgences et être pris en charge de manière sérieuse. Et puis par ailleurs, ça a toujours été ainsi. Malheureusement, c'est une réalité qu'on ne veut pas forcément voir, mais si demain vous avez un problème particulier qui nécessite une chirurgie de pointe, par exemple, eh bien, si vous voulez avoir le meilleur chirurgien ou un très bon chirurgien, il vous facturera beaucoup plus cher que quelqu'un que vous n'avez pas choisi et qui n'est pas forcément un expert sur le sujet. En fait, c'est comme ça dans tous les domaines. Hein. Mais c'est un petit peu malheureux pour la santé, étant donné qu'on a toujours voulu créer un système qui soit le plus solidaire possible. Malheureusement, les moyens ne sont pas mis aujourd'hui au niveau gouvernemental pour que ça se produise. Comme la plupart des consommateurs. En France, près d'un complément alimentaire sur 2 est vendu en officine. Dans cette pharmacie parisienne, Virginie Compagnon est responsable du rayon parapharmacie et diététique. Parmi les centaines de références disponibles, les aides au sommeil et les produits anti-stress se classent en tête des ventes. Alors là, nous avons l'incontournable, notre hormone du sommeil, la mélatonine. C'est le marché du sommeil sous toutes ses formes, tisane, chocolat, ampoule, redispersible, on trouve de tout. Problème d'endormissement, mélatonine. Problème de réveil nocturne, complexe de plantes uniquement. Autre produit phare, les compléments à base de plantes et leurs promesses détoxifiantes. Nous avons nos plantes qui traitent de tout. Nous avons l'algue, qui est un très puissant détoxifiant, le chien-dent, le pissenlit, drainage et nettoyage du foie. Le naturel revient vraiment à la charge de plus en plus. Alors là, on a tout le pôle vitamines, avec principalement notre vitamine C, indispensable pour le boost du matin avec le petit café, on en croque une à jeun. Et puis après vient le groupe. Pour la petite anecdote, on a des études sur la vitamine C qui montrent que la vitamine C n'est pas un stimulant, elle n'a pas d'effet de boost en fait, sauf chez les personnes qui en manquent. Donc ça explique peut-être effectivement pourquoi certaines personnes ressentent un effet un petit peu stimulant, qui est très différent de celui du café, hein. Il n'y a pas d'effet excitant par la suite. Mais bon, ça c'est un indice quand même intéressant que ça signifie qu'il y a des gens qui en ont besoin manifestement s'ils ont des symptômes de déficit. Le groupe B parce qu'on vend énormément de compléments alimentaires pour les cheveux. Vous avez tout un pôle de vitamine D parce que nous manquons de lumière. C'est vraiment des intemporels saisonniers. On les vend tout le temps. À part la vitamine D qu'on va vendre beaucoup moins l'été, toutes ces vitamines se vendent tout au long de l'année. Minéraux, oméga 3, probiotiques. En moins de 10 ans, ces compléments alimentaires en vente libre ont envahi les rayons de cette pharmacie. Alors avant, c'était donc juste derrière le comptoir, ça formait à elle, et maintenant, c'est ça. Et c'est un business, les compléments alimentaires? C'est un bon business. En France, en 2018, le marché du complément alimentaire pesait près de 2 milliards d'euros. Et ce n'est pas un hasard si les Français en consomment tant. L'engouement pour les compléments alimentaires peut s'expliquer par l'individualisme, je pense de notre époque, le fait qu'on souhaite avoir la liberté sur ce qu'on prend. Également un côté magique, on s'est dit « Ah, c'est génial, c'est naturel ».
Et en plus, ça va agir. Le rejet également du chimique des médicaments. Les gens veulent se réapproprier leur maladie parce que... Si je peux me permettre, c'est quand même un peu... effectivement, c'est pas choquant de dire ça. C'est vrai qu'avec tous les scandales sanitaires, régulièrement, il y a des scandales sanitaires avec les médicaments. On peut légitimement comprendre qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie d'être victimes de tous ces abus et qui essayent, dans la mesure du possible, de trouver des solutions naturelles quand elles existent. En fait, c'est totalement normal, à mon sens. Ils veulent pas des effets secondaires qui sont extrêmement durs et ils veulent pas être quelqu'un d'anonyme dans la prise en charge d'un système de santé. C'est certainement une des motivations de prendre des compléments alimentaires, c'est-à-dire de se réapproprier sa santé. Dans la famille Icre, Baptiste est le lève-tard de la fratrie. Chaque matin, il a donc droit à un réveil, tout en douceur. Je te laisse 2 minutes, après tu te lèves. D'accord. Tes frères, ils sont déjà debout depuis un moment. D'accord. On attend Baptiste, tu Lait, céréales, Baptiste passe volontiers son tour. Lui, c'est autre chose qui l'attire. Il mange que des gélules. Qu'est-ce que tu prends là en fait? Des vitamines. Ça a quel goût? Il y a plusieurs goûts différents. Mon préféré, c'est orange. Tu veux le montrer? Quelle forme est là? Goût fruité, texture gomme à mâcher, tout est fait pour séduire les enfants. Ça ressemble à un bonbon. C'est pas que pour les séduire, c'est parce que comme ils sont petits, ils n'ont pas forcément la capacité de bien absorber en fait des gélules ou des cachets, et pour éviter les accidents, les fabricants font des formes par exemple gélifiées, ce qui est plutôt logique en fait. Et comme pour ses enfants, elle a choisi la formule cocktail vitaminé. Là, c'est un mélange de 12 vitamines, 3 ferments et 7 minéraux. Je prends celui-ci parce que justement, le tout en un, moi, ça m'arrange bien. Comme ça, j'ai qu'à prendre une seule gélule, en fait. Pour moi, l'intérêt à prendre ce genre de vitamines, c'est le fait que je perds beaucoup de sang tous les mois. Et voilà, c'est fait. C'est de l'automédication. Donc quand on perd beaucoup de sang tous les mois, c'est généralement lié aux menstruations. C'est pas des vitamines spécialement qu'on perd, c'est du fer. Donc j'imagine que dans son complément alimentaire, il y a du fer. Mais ça semble pareil, il n'y a rien de choquant là-dedans. C'est strictement normal. Le fer peut être prescrit également par un médecin. Simplement, en complément alimentaire comme ça, il est moins dosé. Et de toute façon, on a des études qui montrent que lorsque l'on prend des doses importantes de fer, il n'est pas mieux absorbé qu'avec des doses plus modérées. Par contre, avec des doses plus modérées, on a moins d'effets secondaires liés au fer, parce que le fer peut provoquer beaucoup d'effets secondaires au niveau digestif. Donc en fait, elle fait plutôt ce qu'il faut. Mais après, à chaque fois que j'ai fait une prise de sang, j'étais carencée en fer, et en plusieurs vitamines, qui sont quand même essentielles. Du coup, maintenant que je le fais, maintenant que j'ai 40 ans, je le fais moi-même. Nathalie s'appuie toutefois sur les conseils de son pharmacien. Mais en France, 41% des consommateurs prendraient des compléments alimentaires sans les recommandations d'un professionnel de santé. Il faut faire surtout attention à l'automédication. Si je peux me permettre, c'est un petit peu normal en fait, étant donné qu'aujourd'hui il n'y a pas de formation professionnelle dans le domaine des compléments alimentaires et des solutions, je dirais même naturelles. Les médecins sont pas du tout formés aux compléments alimentaires, ne sont pas formés aux plantes, ne sont pas formés aux huiles essentielles. Ils n'ont aucune connaissance particulière. Il n'y a que vraiment certains pharmaciens, comme on va voir dans le reportage, qui ont des formations, mais pour beaucoup qui sont apprises sur le terrain. Donc c'est un peu normal qu'on n'aille pas y voir quelqu'un qui est pas compétent dans le domaine. Ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement améliorer les formations des professionnels pour qu'effectivement, ils soient en mesure de mieux conseiller les gens. Aujourd'hui, si vous allez voir un médecin, bien qu'il ne soit pas formé à la question, il y en a beaucoup qui vont vous dire « Ah non, surtout pas », qui vont vous donner des informations qui seront totalement très, très strictes. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'un complément alimentaire, par exemple, est dangereux ou est mauvais si vous n'êtes pas formé à savoir analyser un complément alimentaire ? Il y a forcément un problème. Ne pas jouer à l'apprenti sorcier, puisque la quantité est très importante. Point trop d'infos. Si on consomme trop de certaines vitamines, ça peut être toxique. Il faut vraiment savoir si on a besoin de certaines vitamines. Il ne faut pas se dire, je vais prendre l'ensemble des vitamines, ça va me faire du bien. Les vitamines sont indispensables pour notre corps. Au nombre de 13, elles participent à de nombreuses fonctions biologiques. La vitamine A joue un rôle important dans la vision.
Celles du groupe B permettent la transformation des nutriments en énergie. Et la vitamine D favorise la croissance des os. Comme notre corps ne sait pas fabriquer ces vitamines, c'est donc dans l'alimentation qu'il faut les trouver, et en très petite quantité. La vitamine C, on en a besoin d'environ 110 mg par jour. La vitamine E, on en a besoin de 12 mg. Alors là, il y a quand même un petit truchement de vocabulaire. Le fait de dire « on en a besoin de temps », c'est déjà une assertion qui est très ferme, alors que ce qu'il est en train de citer comme valeur, ce ne sont pas forcément les besoins, en tout cas, ce sont les apports journaliers recommandés. Aujourd'hui, la question des besoins réels, elle fait débat, notamment pour certaines vitamines. Récemment, les besoins en vitamine D, par exemple, n'ont cessé d'augmenter. Ils ont été multipliés par 3 entre aujourd'hui et il y a à peu près 20 ans. Donc, ça veut dire que déjà, il faut savoir que ces informations-là, elles sont pas gravées dans le marbre. La science évolue. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ce sera peut-être autre chose. En particulier pour la vitamine C, en France, on a des doses qui sont extrêmement conservatrices. Aujourd'hui, les pôles de recherche qui travaillent sur les vitamines dans le monde, notamment aux États-Unis, principalement à l'université de l'Oregon, eh bien, on a beaucoup de chercheurs qui pensent que les besoins optimums pour l'être humain sont plutôt autour de 400 mg, donc c'est-à-dire à peu près 4 fois plus. Par jour. Par contre, certaines vitamines, comme la vitamine B12, on en a besoin de quelques microgrammes par jour, c'est-à-dire des millièmes de milligrammes. Ça veut dire que si on en consomme beaucoup plus que ça, on va en avoir trop pour notre organisme. Il va être dérégulé, il ne va pas pouvoir gérer cette quantité importante de vitamines. Et donc là, on peut avoir des signes de toxicité vitaminique. Mais les risques de toxicité ne sont pas les mêmes selon les vitamines, qui peuvent être divisées en 2 groupes. Les vitamines dites hydrosolubles, comme la vitamine C et celle du groupe B. Quand elles sont consommées en excès, elles sont très vite éliminées dans les urines. Contrairement aux vitamines dites liposolubles, comme les vitamines A, D, E et K, qui sont stockées dans les graisses. La vitamine D va être stockée dans le tissu adipeux. La vitamine A va être stockée dans des vésicules graisseuses dans notre foie. À long terme, cette accumulation de vitamines dans nos tissus peut être toxique. Par exemple, une trop forte quantité de vitamine A dans le foie peut entraîner une maladie hépatique. Ben oui, c'est tout à fait exact. Il y a une anecdote célèbre, enfin pour ceux qui connaissent un peu le sujet, c'est celle des premiers explorateurs qui sont allés dans le Grand Nord et qui, pour se nourrir, avaient tué un ours polaire, et à l'ingestion du foie de l'ours polaire, qui est extrêmement riche en vitamine A, la quantité est vraiment astronomique, eh bien un explorateur est décédé en quelques heures après avoir mangé du foie parce qu'il a fait une surdose de vitamine A. On parle de doses qui sont des centaines de fois supérieures à ce qui est possible de trouver en complément alimentaire, voire des milliers de fois supérieures à ce qui est possible de trouver dans l'alimentation classique. Par ailleurs, il y a eu une grosse désinformation ici qui n'est pas forcément bien connue, c'est la distinction entre vitamines hydrosolubles et liposolubles, qui serait une distinction de toxicité. Alors c'est faux, c'est une information qu'on retrouve partout sur internet, qui est que effectivement les vitamines hydrosolubles, solubles dans l'eau, sont beaucoup moins toxiques parce qu'effectivement elles sont solubles dans l'eau, et celles qui sont liposolubles, comme elles sont solubles dans les graisses et que les mouvements des graisses dans le corps sont beaucoup plus lents, eh bien ça serait beaucoup plus rapidement toxique. Alors ça semble logique dit comme ça, mais pour autant, comme je vous le dis, c'est faux, notamment si on prend l'exemple de la vitamine K, par exemple, qui est une vitamine liposoluble, soluble dans les graisses, eh bien c'est une vitamine pour laquelle aucun groupe de recherche, aucune autorité de santé, ni française, ni européenne, ni partout dans le monde, n'a réussi à déterminer à partir de quel dosage est-ce que cette vitamine devenait toxique pour la santé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de sécurité. C'est une exception parmi les vitamines, mais néanmoins, ça prouve que cette différence entre liposoluble et hydrosoluble, elle n'est pas si simple, il y a des exceptions. Donc on ne peut pas faire un boulgui-boulga et dire d'un seul coup que toutes les vitamines liposolubles sont très très dangereuses et qu'on va finir intoxiqué. Alors j'en veux pour preuve ici, j'ai imprimé pavé de l'opinion scientifique des autorités sanitaires européennes sur la vitamine K. Alors je mettrai le lien ici, donc c'est un gros papier de 90 pages qui recense en fait toutes les études sur le sujet. Alors heureusement il y a un sommaire parce que c'est très très long.
Et on peut voir que les conséquences du déficit et de l'excès de vitamine K sont présentées en pages 11 et 12, et l'excès est présenté en page 12. Alors on va tout de suite aller regarder un petit peu ce qu'il est dit sur ce sujet par rapport à l'excès de vitamine K. Bon, c'est en anglais, hein, mais je vais vous traduire ça si possible, si j'arrive à le faire en direct. Alors, donc en 2013, une analyse des données de la littérature scientifique a identifié 2 études chez les humains qui n'ont montré aucune évidence d'effets secondaires associés avec des supplémentations jusqu'à 10 mg de vitamine K pendant 1 mois. 10 mg, c'est énorme, hein, puisque la vitamine K, elle s'utilise en microgrammes. Les besoins sont en microgrammes, donc ils sont vraiment extrêmement faibles. Et on a des études également qui montrent qu'aucun effet secondaire après la consommation journalière de 2000 mg, donc déjà des doses très élevé, par kilo de poids corporel pendant au moins 30 jours. Et il a été conclu qu'il n'y avait pas de preuves permettant de produire un niveau maximal de supplémentation pour la vitamine K. Donc voilà, et ensuite il parle également d'autres études qui arrivent exactement à la même conclusion, y compris chez les nouveau-nés qui sont capables de métaboliser de très grandes doses de vitamine K. Aucun effet secondaire n'a été rapporté avec ces doses de prophylaxie particulièrement élevées. Voilà, c'est tout ça ce qu'il y a à savoir sur la vitamine K en ce qui concerne l'excès de vitamine K. Donc, je ne vais pas vous faire toutes les vitamines au cas par cas. C'est vrai qu'il y a des vitamines qui sont toxiques pour lesquelles il faut faire attention. C'est vrai que c'est le cas de la vitamine A, c'est vrai que c'est le cas de la vitamine D, mais on est quand même dans un discours qui est particulièrement alarmant. Il parle d'une surdose, d'un dysfonctionnement des organes lié à la consommation trop forte de vitamines, mais il ne nous donne pas plus de précision. Quels sont les organes qui dysfonctionnent, dans quel cas, avec quelle dose, et surtout, est-ce que ça arrive avec des compléments alimentaires? Parce que c'est ça dont il est question. Aujourd'hui, les doses qu'il y a dans les compléments alimentaires vendus en France, notamment en pharmacie, puisqu'il nous explique que c'est là que ça se vend le plus, eh bien, elles sont strictement contrôlées par les autorités sanitaires françaises, et il est impossible d'avoir des doses qui soient toxiques dans ces produits, en ce qui concerne la concentration, si on voulait s'intoxiquer, il faudrait prendre beaucoup plus de gélules que ce qui est indiqué sur les étiquettes. Par ailleurs, ce qui est très important et qui n'est mentionné à aucun moment dans ce reportage, c'est qu'il y a certes la question de la quantité, mais il y a aussi la question de la qualité. Il y a de très grandes différences entre différents compléments alimentaires qui vont contenir la même quantité de vitamines. Par exemple, pour la vitamine B9, il existe différentes formes de vitamine B9. Il existe dans les aliments, les fruits et légumes, les légumes verts notamment, la vitamine B9 est présente sous forme de folate, au pluriel, parce qu'il y a différents types de folates, et les folates ne sont pas stables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les extraire et les conserver à température ambiante, elles vont se dégrader extrêmement rapidement. Donc on ne peut pas mettre directement des folates des aliments dans une gélule de complément alimentaire. Donc on a recours à des méthodes de fabrication pour fabriquer des folates en complément alimentaire. Et il existe différents types de vitamine B9, donc soit des dérivés des folates, comme les méthylfolates de calcium par exemple, qui sont de très bonne forme, qui sont utilisés par l'organisme exactement comme les folates des végétaux, mais cette forme coûte beaucoup plus cher à fabriquer que l'autre forme qui est l'acide folique synthétique, qu'on retrouve dans la majorité des compléments alimentaires de vitamine B9, et l'acide folique synthétique n'est pas métabolisé correctement par tous les êtres humains, c'est-à-dire que chez certaines personnes, se supplémenter avec cet acide folique ne va pas avoir tous les effets de la vitamine B9 qu'il devrait y avoir sur l'organisme, et par ailleurs on a des études qui suggèrent que cet acide folique peut parfois être non métabolisé et s'accumuler dans le sang, et de là, chez certaines personnes, peut-être augmenter le risque de certains cancers. Ça évidemment, c'est des mises en garde qui sont très importantes et beaucoup plus réelles et concrètes que de dire qu'on va s'intoxiquer, on va faire des surdosages avec des compléments alimentaires vendus dans le commerce, et ça c'est absolument faux. Par contre, effectivement, si on achète des compléments alimentaires sur Internet qui sont fabriqués ailleurs qu'en France, le risque est réel parce que, dans beaucoup de pays, notamment aux États-Unis, en Asie et ailleurs, il n'y a pas du tout les mêmes contrôles, il n'y a pas du tout les mêmes limites, et il est possible de trouver des compléments alimentaires extrêmement dosés, et il est beaucoup plus facile de s'intoxiquer. C'est une réalité. Type cirrhose du foie, due à l'accumulation de vitamine A. Pour évaluer les risques, nous soumettons à Patrick Borel des compléments vitaminiques achetés en pharmacie. Sont-ils correctement dosés?
vitamine C, 80 mg, vitamine D. Donc là, typiquement, on est sur un produit français. Dans ces compléments alimentaires, la plupart du temps, les quantités qui sont apportées par une gélule sont équivalentes à celles dont on a besoin quotidiennement. Mais bien sûr, il faut y faire attention, il ne faut pas surdoser les quantités que l'on consommerait. Tout le monde n'a pas forcément besoin de ces suppléments, ça dépend vraiment de notre alimentation. Si on a une alimentation variée et que l'on mange de tout, a priori, on a des apports en vitamines qui sont corrects de toutes les vitamines. Alors ça, c'est quand même une assertion qui est quand même assez forte. Il n'y a aucun élément de démonstration, aucun élément pour étayer le discours. Objectivement, scientifiquement parlant, c'est faux. On a des études scientifiques qui sont faites justement par les autorités de santé. La dernière en date étant l'étude Nutrinet Santé, qui est toujours en cours. D'ailleurs, on va voir une personne qui travaille sur cette étude par la suite dans le reportage. Et les études sur la population française montrent qu'au contraire, il y a des déficits en vitamines et minéraux, même chez les personnes qui mangent plutôt bien. Je vais revenir pour expliquer un petit peu pourquoi plus loin. Et donc, on peut pas balayer d'un revers de main le fait que on n'a pas du tout besoin de supplémentation en vitamines et qu'en ayant une alimentation équilibrée, on ne va pas en manquer. Ceci d'autant plus qu'il y a aussi des vitamines qui ne viennent pas de l'alimentation, en particulier c'est la vitamine D, c'est la seule, qui est majoritairement fabriquée quand on s'expose au soleil. Il y en a effectivement dans l'alimentation, mais c'est des quantités qui sont extrêmement faibles et qui ne sont pas suffisantes pour couvrir tous les besoins. Si on ne s'expose pas au soleil régulièrement, en particulier entre les mois d'avril et d'octobre à peu près, parce que c'est la seule période pendant laquelle on fabrique de la vitamine D dans la peau, ça dépend de la longueur d'onde des UV, eh bien, sans cela, on va développer des carences en vitamine D, même si on a une alimentation très variée, très équilibrée, ça n'est pas possible autrement. C'est un problème qui est beaucoup plus connu dans les pays nordiques où la longueur d'onde des rayons UV est différente. Ils ont moins de longueur d'onde particulière qui leur parviennent au niveau de la peau, et même en s'exposant plus à l'extérieur, ils ont tendance à développer des carences en vitamine D, et donc la supplémentation en vitamine D est beaucoup plus connue et systématique dans ces pays. Néanmoins, chez nous, on a des études de population. Une des dernières en date a été faite par l'Institut National de Veille Sanitaire qui a montré qu'on avait plus de 80% de déficit en vitamine D chez les Français, en particulier entre l'automne et l'hiver. 80%, c'est quelque chose d'énorme. On ne peut pas d'un seul coup dire qu'on n'a pas besoin de vitamines en complément alimentaire. Ceci d'autant plus que pour la vitamine D, les doses que l'on fabrique quand on s'expose au soleil sont beaucoup plus élevées que celles qu'on trouve dans ces compléments alimentaires. C'est-à-dire que quand on prend un complément multivitamine qui contiendrait de la vitamine D, comme les doses sont bloquées par les autorités de santé, et bien malgré ça, on va se retrouver en déficit de vitamine D. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des compléments alimentaires de vitamine D séparés, qui sont plus dosés, et qui permettent d'éviter d'avoir un déficit. Ensuite, autre information très importante, on nous parle tout le temps de risques, on nous parle de danger, d'intoxication, de problèmes de ce type-là. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que ce risque, il est concret et réel, et comment est-ce qu'il se mesure? Est-ce qu'on a des chiffres qui nous disent combien est-ce qu'il y a eu de personnes qui ont été intoxiquées par des compléments alimentaires en France, par exemple, dans l'année? Et comparons cela avec autre chose, puisque dans tout ce reportage, il est question principalement de mettre en opposition les produits naturels, les compléments alimentaires, avec les médicaments. Sous-entendu, les personnes qui prennent des compléments alimentaires refusent les médicaments et donc vont choisir d'autres moyens pour se soigner. Déjà, je pense que cette assertion n'est pas totalement correcte, même si elle est vraie pour une partie d'entre eux. Techniquement parlant, combien de décès on a eu à cause des compléments alimentaires en France cette année? À ma connaissance, 0. Combien de décès on a eu avec des médicaments? À ma connaissance, plusieurs centaines. On a beaucoup de décès qui sont liés à des médicaments, y compris des médicaments qui sont en vente libre. Le premier d'entre eux étant le paracétamol, qui est le premier médicament responsable de cirrhose, enfin pas de cirrhose, mais d'insuffisance hépatique, de greffe du foie et de décès. On a aussi tous les médicaments anti-inflammatoires qui pour certains peuvent augmenter le risque d'infarctus, augmenter le risque de problèmes de reins, mais là ça ne gêne personne, allons-y, c'est un médicament, les études ont été faites, donc pas de problème. Non, je suis désolé, mais ça n'est pas cohérent de dire ça. Et puis encore une fois, on s'attache toujours à mettre en lumière des risques potentiels, mais le risque qu'on a en prenant un complément alimentaire, il faut quand même savoir que de mourir ou d'avoir des effets secondaires graves, il est beaucoup plus rare que de décéder quand on prend sa voiture. Par exemple, on a entre 3000 et 4000 décès sur les routes chaque année. On est très loin d'avoir autant de décès avec les compléments alimentaires. Alors c'est vrai que le complément alimentaire, on n'est pas obligé de le prendre, alors que la voiture, souvent, on est obligé de la prendre. Mais vous voyez quand même qu'il y a une grande différence entre différents comportements et différents risques. Et là, on est quand même dans l'exagération.
Une vitamine reste pourtant difficile à trouver dans l'alimentation, la vitamine D. Donc ça, c'est ce que je vous disais. C'est en exposant la peau au soleil que le corps peut la synthétiser. Très bien. Voilà. Pensez à avoir un petit repère tous les jours pour bien lui donner ces 3 gouttes. À son âge, impossible de... Alors 3 gouttes, ça c'est très intéressant parce qu'on a vu sur l'image... Gabriel au rayon du soleil. Il faut lui donner une dose quotidienne de vitamine D pour éviter les carences. La vitamine D va permettre de bien fixer le calcium sur les os. Donc c'est important pour tous les enfants en France. On en donne quotidiennement de cette façon-là à peu près pendant 2 ans. Pour éviter la maladie du rachitis, une maladie du squelette qu'on a quasi éradiquée en France grâce à cette supplémentation quotidienne. Mais attention à ne pas avoir la main trop lourde avec le flacon. Une maman qui penserait effectivement que la vitamine D est bonne pour son bébé, qu'on a un temps en hiver tout gris et doublerait les doses matin et soir, là effectivement ça pourrait créer... Doublerait les doses matin et soir, en fait ça veut dire qu'elle les quadruple, hein, si on réfléchit correctement. Au niveau de la fonction rénale, donc il faut en discuter avec son pédiatre. Bah oui, au niveau de la fonction rénale, c'est sûr, il faut quand même mettre en perspective là les doses, hein. On a vu que c'était du Zimadé qu'ils ont donné à cet enfant, c'est 300 unités par goutte, et ils ont expliqué qu'ils donnaient 3 gouttes. 3 gouttes, ça fait 900 unités de vitamine D pour un nourrisson, qui est à une taille toute petite, hein. Et pour rappel, la vitamine D est liposoluble, se stocke dans les graisses corporelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un rapport très important entre la quantité de vitamines dont on a besoin et le volume corporel global, pour la vitamine D en tout cas. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que 900 unités de vitamine D, pas pendant très longtemps, on nous disait que c'était une dose toxique pour les adultes. Donc là, effectivement, elle nous est en train de nous expliquer que pour les bébés, c'est pas dangereux, mais eh bien avant, c'était toxique pour les adultes, ce qui est absolument faux, puisque l'adulte a des besoins supérieurs en vitamine D que l'enfant. Ça montre aussi d'ailleurs indirectement que eh bien, les recommandations officielles en ce qui concerne la vitamine D sont trop faibles pour les adultes, puisque généralement, maintenant, on commence à trouver des compléments alimentaires dosés peut-être jusqu'à ou dans lesquels on a le droit d'écrire de prendre jusqu'à 1000 unités par jour. Au-dessus, ça commence à être compliqué en France en tout cas, alors qu'effectivement les études montrent que en moyenne en fait pour un adulte moyen, il faudrait entre 4000 et 5000 unités de vitamine D3 par jour, qui est une dose parfaitement cohérente. S'il faut donner 900 unités à un nourrisson, ça semble pas choquant que pour un adulte, il en faille 4 ou 5000 unités de vitamine D. Là, elle parlait de l'exemple d'une maman, je sais pas pour quelle raison est-ce qu'une maman ferait ça, je n'ai jamais vu dans la littérature médicale une maman qui décidait non pas de donner 3 gouttes à son enfant, mais d'en donner le double le matin, c'est-à-dire 6 gouttes, et encore 6 gouttes le soir. Ça ferait effectivement presque 4000 unités de vitamine D, qui pour un enfant est une dose absolument énorme, mais on est en train de parler de quelque chose qui n'existe même pas, si vous voulez. C'est comme si on vous disait, rouler à 200 en ville, c'est sûr, c'est très très dangereux, hein, faites attention avec votre voiture. Bah certes, mais qui c'est qui roule à 200 à part quelqu'un qui est sous l'emprise de la drogue, et ça arrive une fois tous les 50 ans. Hein. Par rapport à ce que le médecin prescrit. À l'hôpital ou chez le médecin, la vitamine D est un médicament. Oui, alors ça c'est pareil, hein. La vitamine D est un médicament, d'un seul coup elle passe du statut de médicament, là il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser, au statut de complément alimentaire, attention, celle-ci elle est dangereuse. Ça n'a aucun sens. Sous forme de complément alimentaire en pharmacie. Alors, quelle est la différence entre les deux? De manière générale, les médicaments sont plus dosés en moyenne, en vitamines et minéraux par exemple, mais il arrive que parfois on ait pour un même nutriment donné, comme la vitamine C, des dosages qui finalement sont les mêmes entre les compléments et les médicaments. Tout à fait. Par contre, ce qui va différer, c'est aussi également le prix. Le prix n'est pas le même parce que pour les médicaments, le prix est souvent réglementé. Et par ailleurs, eh bien, les laboratoires pharmaceutiques ont des capacités de production extrêmement importantes qui leur permettent d'avoir des coûts qui sont extrêmement faibles. Et puis, il y a aussi la qualité qui n'est pas du tout la même. Hein. L'industrie pharmaceutique ne fait pas que de la haute qualité. Si vous prenez le Zimadé, par exemple, qui est une vitamine D vendue en pharmacie, que je recommande souvent aux personnes, notamment qui n'ont pas de sous, parce que ça coûte très très peu cher, moins de 3 € le flacon, et si on prend 4000 unités, le flacon dure à peu près 1 mois. Donc c'est effectivement très très intéressant financièrement. Et le produit reste quand même de qualité significative par rapport à d'autres produits, y compris d'autres produits vendus en pharmacie qui peuvent contenir des additifs controversés et différents problèmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dans le Zimadé une vitamine D3 qui est extraite de la lanoline, c'est-à-dire d'une substance huileuse qui se retrouve dans la laine de mouton. Donc on est obligé d'exploiter les moutons, donc ça ne convient pas forcément à tout le monde au plan de l'éthique. Par ailleurs, il y a de l'huile essentielle
d'orange, si mes souvenirs sont bons. Il y a des personnes qui sont allergiques à cela, donc il faut faire attention, ça peut provoquer des effets secondaires. Et enfin, cette vitamine D, dans le Zima D, elle est en suspension dans de l'huile d'olive raffinée, c'est-à-dire qui a été extraite en chauffant donc l'olive pour en tirer le plus d'huile possible. Donc ça permet de faire baisser les coûts, de tirer plus d'huile, mais par contre, l'huile est oxydée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus bonne pour la santé. Si vous consommez des doses très importantes d'huile raffinée, eh bien, ce serait nocif pour vos intestins, ce serait nocif pour votre santé cardiovasculaire et tout un tas de problèmes qui sont liés à ça. Aujourd'hui, en complément alimentaire, quand vous achetez de la vitamine D3, vous pouvez trouver de la vitamine D3 qui est extraite du lichen boréal, par exemple, qui est déjà une source beaucoup plus éthique. Et puis, vous pouvez trouver des produits sans aucun additif, avec de l'huile de colza bio, par exemple, comme c'est le cas chez Unae, mais on peut trouver également ailleurs de l'huile de colza. On peut trouver de l'huile d'olive non raffinée, bref, on peut trouver des produits qui sont quand même plus qualitatifs, mais eh bien, forcément le tarif est un peu plus élevé, mais ça reste quand même assez raisonnable pour la vitamine D. En France, pour être commercialisés, les médicaments doivent bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence de sécurité du médicament, l'ANSM. Ok. Un précieux sésame qui s'obtient au prix de longues et coûteuses études pour évaluer l'efficacité et l'éventuelle toxicité de ces médicaments. Les compléments alimentaires ne sont pas soumis à des règles si strictes. Ce sont des denrées alimentaires contrôlées par la DGCCRF, la répression des fraudes. Dans la plupart des cas, pas besoin de prouver leur efficacité et leur sécurité, une simple déclaration à cette autorité suffit pour les mettre sur le marché. Alors c'est faux, d'ailleurs elle le dit elle-même de manière indirecte, puisqu'elle dit dans la plupart des cas. Ça veut dire qu'il y a d'autres cas, effectivement, il y a d'autres cas. On ne peut pas mettre sur le marché n'importe quelle substance en complément alimentaire, c'est strictement interdit en France. Si vous voulez, par exemple, inventer un nouvel extrait, je ne sais pas moi, d'orange, d'écorce d'orange concentrée en polyphénol ou que sais-je, eh bien, si ce produit n'existe pas déjà sur le marché et qu'on n'a pas de recul là-dessus, eh bien, ça va être très compliqué d'obtenir une autorisation de mettre sur le marché. Il faudra produire des études, il faudra prouver l'innocuité de la substance, exactement comme un médicament. C'est extrêmement régulé, ça n'est pas aussi simple que de mettre de la poudre de perlimpinpin dans une gélule et de la vendre. Donc là, on est déjà on est en train de travestir la réalité. Par ailleurs, il faut quand même préciser également qu'effectivement, il y a des études qui sont nécessaires pour les médicaments, mais ces études, elles sont financées par les laboratoires pharmaceutiques. La NSM ne refait pas les études, elle croit ce que dit le vendeur du médicament, et c'est ce qui aboutit, bien sûr, régulièrement à des scandales sanitaires, parce que parfois les études sont truquées. Ça peut être truqué pour masquer des effets secondaires, mais le plus souvent ça va être truqué pour augmenter, faire croire que le produit est plus efficace que d'anciennes molécules par exemple, alors que ça n'est pas vraiment le cas. On a eu le cas avec certains anticoagulants de nouvelle génération, on a eu le cas avec certains antihypertenseurs de nouvelle génération. L'objectif de cela pour le laboratoire, c'est de faire croire qu'il a un nouveau médicament qui est encore mieux, et ce nouveau médicament étant breveté, eh bien il peut faire des marges financières qui sont beaucoup plus importantes. Alors faut pas nous faire croire d'un seul coup que tout ce qui vient des médicaments, c'est vertueux, c'est bien contrôlé, et ce qui vient des compléments alimentaires, c'est falsifié et dangereux. C'est vraiment pas du tout vrai. Un médicament, c'est avant tout pour traiter les maladies. Un complément alimentaire, c'est pour les prévenir et également en vue de compléter une alimentation en cas de carence. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que là, le discours... il est sur le plan sémantique assez particulier, puisqu'on nous explique que pour guérir, c'est le médicament, alors qu'il y a très peu de médicaments qui guérissent les maladies. Les médicaments sont là justement pour soigner les symptômes. Par exemple, un antidouleur va va faire diminuer la douleur, mais il va pas corriger la cause de la douleur. Si vous avez une tendinite, le médicament ne guérit pas la tendinite. Si vous avez une fracture, le médicament ne guérit pas la fracture. C'est le corps lui-même qui va guérir la fracture. Enfin, il peut y avoir des interventions chirurgicales, mais on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Et puis par ailleurs, il nous explique que, en revanche, les compléments alimentaires, là pour prévenir, oui, ça peut être intéressant. Il me semble que c'est quand même assez antinomique. Ça voudrait dire que les substances qu'il y a dans les compléments alimentaires seraient efficaces pour préserver la santé, mais en aucun cas ne serait efficace si le problème de santé est déjà installé pour revenir à un état de santé. Je vois pas par quel miracle est-ce qu'il pourrait y avoir des substances actives dans un produit naturel qui d'un seul coup ne deviendraient plus actives à partir du moment où on est malade. Ça n'a aucune logique. Ou supposée. En France, il y a peu de vraies carences, il y a peu de grandes maladies liées
un manque de vitamines ou de minéraux. Alors, dans la même phrase, il y a deux choses qui n'ont rien à voir. Il y a peu de carences en France. Alors déjà, c'est faux, puisqu'on a les études sanitaires, je vous parlais de Nutrinet, mais il y en a d'autres. Il y a eu Suvimax, l'étude du Val-de-Marne, l'étude de Bourgogne, tout un tas d'études qui ont montré que les déficits en vitamines et minéraux étaient vraiment importants dans la population française. Quand je dis important, c'est pour beaucoup de nutriments supérieurs à 50% de la population qui est concernée. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit en même temps? Ah oui, que ça n'était pas relié à des grandes maladies. Eh ben, qu'est-ce qu'on entend par grande maladie en fait? C'est toujours ça le discours, c'est de nous dire les grandes maladies c'est le cancer, les maladies cardiovasculaires. On nous dit souvent les vitamines ça ne sert à rien parce que ça n'est pas efficace contre le cancer et contre les maladies cardiovasculaires. Certes c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de vitamines, il y a des minéraux qui sont efficaces contre les maladies cardiovasculaires, notamment le magnésium, mais en ce qui concerne les vitamines, non, il n'y a pas grand chose qui soit efficace contre les maladies cardiovasculaires. Mais est-ce qu'il y a des médicaments qui sont efficaces pour guérir les maladies cardiovasculaires et pour guérir le cancer? Non. Les médicaments, ils augmentent potentiellement un petit peu la survie, mais ils ne guérissent pas ces problèmes. Il faut quand même être honnête. Hein. Il y a des états de santé qui pourraient être meilleurs en prenant certains compléments alimentaires, mais de façon très ciblée et pas tout le temps et pas chez tout le monde. Par exemple, la vitamine B9 chez la femme qui souhaite avoir un enfant pour éviter les malformations de la colonne vertébrale. Le fer et la vitamine B12 chez les véganes, chez les végétaliens pour éviter les anémies et les troubles nerveux. Alors, c'est vrai, effectivement, c'est les recommandations officielles en France de donner de la vitamine B9 systématiquement aux femmes enceintes, mais on ne leur demande jamais comment elles mangent, ce qui prouve bien que la question n'est pas de savoir si elles mangent bien ou pas. Ça n'a strictement rien à voir. C'est parce que la vitamine B9 est très fragile, elle se dégrade très facilement, même quand on mange très équilibré, eh bien, avec des légumes qui ont été cuits et qui ont été cueillis, il y a plusieurs jours, la quantité de vitamine B9 restante dans le produit qu'on va cuisiner, qu'on va manger, est beaucoup plus faible qu'au moment de la cueillette. C'est un des problèmes aujourd'hui en ce qui concerne les déficits en vitamines et minéraux, d'autant plus que les femmes enceintes ont un appétit supérieur, très souvent, surtout passé les 3 premiers mois, et elles mangent nettement plus que une femme qui n'est pas enceinte. Donc théoriquement, elles devraient avoir des apports naturels via l'alimentation plus élevés en vitamine B9. Ça n'est pas le cas, puisqu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de malformations du tube neural, effectivement, de système nerveux, liés à des déficits en vitamine B9, et pour éviter ça, eh bien, on recommande obligatoirement la vitamine B9. Alors, elle est recommandée d'ailleurs non pas que pendant la grossesse, mais également en période préconceptionnelle, c'est-à-dire dès qu'on a le désir de tomber enceinte, il est recommandé de prendre de la vitamine B9 en complément alimentaire. Les recommandations d'ailleurs sont assez floues puisqu'elles mentionnent les folates en ce qui concerne la supplémentation en vitamine B9, alors que très souvent on prescrit de l'acide folique synthétique et non pas des folates. Donc il y a un petit problème par rapport à cela, avec les conséquences dont je vous ai parlé. Et puis, par ailleurs, la raison pour laquelle on fait vraiment cette supplémentation, c'est parce que quand il y a un déficit en vitamine B9 pendant la grossesse et que ça va impacter le développement du système nerveux, il peut y avoir des malformations graves à la naissance qui peuvent nécessiter des chirurgies, qui peuvent laisser des enfants handicapés. Donc c'est quelque chose d'effectivement très sérieux. Là, effectivement, on s'est rendu compte que l'intervention, c'est pas le cancer, c'est pas la maladie cardiaque, mais ça valait le coup parce que il y a un coût pour la collectivité, il y a un coût pour la sécurité sociale qui est très important si l'enfant a des malformations, sans compter le malheur des parents évidemment. Et donc c'est un petit peu ça tout l'enjeu aussi aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui les autorités de santé se préoccupent assez peu du bien-être, elles se préoccupent principalement des coûts qui vont être engendrés par la suite et des grandes maladies. Alors que c'est pas forcément la raison pour laquelle les gens prennent des compléments alimentaires. Très souvent, ils ont tout simplement envie d'être mieux, de dormir mieux, d'être plus en forme pour pouvoir mieux profiter de la vie, de ne pas développer de troubles de mémoire de manière précoce, de limiter leur risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge ou de cataracte, d'avoir de plus beaux cheveux, de plus beaux ongles, de ne pas être fatigué parce qu'il manque de fer, et toutes ces choses-là, effectivement, ce ne sont pas des maladies graves, mais c'est quand même bien utile, excusez-moi, d'être moins fatigué et de pouvoir être plus actif la journée. Très peu de situations médicales justifient. Et j'en profite également, puisque je me souviens de ce qu'il a dit à la fin par rapport aux personnes qui sont végétariennes, végétaliennes. Oui, c'est vrai que la vitamine B12 est recommandée aux végétariens, aux végétaliens, mais ça n'est pas le seul nutriment qui est présent dans les produits animaux et qu'on ne retrouve pas par ailleurs dans l'alimentation. Il y a également la carnitine qu'on retrouve principalement dans les produits animaux et qui a tendance à manquer, donc si on n'est pas omnivore. Il y a la taurine également. Il y a la choline qui est très présente dans les produits animaux et dont on a tendance à manquer,
qui était anciennement classée comme vitamine. Aujourd'hui, on sait que c'est une substance qui est semi-essentielle, c'est-à-dire qu'on en produit un petit peu dans notre organisme, mais si on n'a pas d'apport via l'alimentation, eh bien, on en manque et ça a des conséquences. Et d'ailleurs, pendant la grossesse, on a des études qui montrent que ça a un rôle assez similaire à la vitamine B9 en protégeant eh bien, de certaines malformations. Prise de compléments alimentaires. Pourtant, des millions de Français en consomment régulièrement. Des femmes en majorité, et à l'approche de l'été, certaines se tournent vers les produits minceurs. Ventre plat, jambes affinées, leurs promesses font rêver. Mais sont-ils vraiment efficaces pour perdre du poids ? Donc là, on est passé des compléments alimentaires généralistes aux compléments alimentaires minceurs, qui est vraiment la grosse escroquerie dans le domaine des compléments alimentaires, si vous voulez. C'est vraiment l'extrémité principale. Mais cela étant dit, c'est vrai que ça représente une partie très importante du marché. Beaucoup de gens prennent des compléments alimentaires dans l'espoir de mincir. Mais avant l'été, elle aimerait bien perdre 5 kilos. Je vais chez une naturopathe que l'on m'a indiquée et je voudrais qu'elle m'aide par des produits naturels maintenant, par des plantes, pour essayer de m'aider à maigrir. J'ai essayé de faire plusieurs régimes comme beaucoup de gens et bon, ça marche mais ça revient toujours donc je me suis dit que peut-être par les plantes ça m'aidera beaucoup mieux et ce sera plus naturel pour le corps. Bonjour, bienvenue. Merci. Myriam Zlotnik n'est pas médecin. Déjà, ça commence par une petite dévaluation, donc elle est pas médecin. Déjà, on s'attend, en fait, on nous sous-entend dès le départ, avant même qu'on ait vu cette dame, qu'elle ne va pas être compétente sur les conseils qu'elle va donner, puisqu'elle va l'avoir pour un problème qui touche finalement à la santé. La minceur, c'est un rapport avec la santé, et donc le discours, inconsciemment, c'est quand même de nous faire comprendre que seul le médecin est capable de s'exprimer sur la question de la santé, ce qui est vrai sur certaines questions médicales, mais ce qui est faux sur d'autres. Les médecins, à part les médecins nutritionnistes et encore, ne sont pas spécialement des spécialistes de la minceur. Il y a des médecins qui sont spécialistes du sujet, mais enfin si vous allez voir un généraliste, c'est pas du tout sa spécialité, donc c'est pas choquant qu'elle aille voir quelqu'un qui a priori s'y connaît un peu plus en nutrition. Un naturopathe, bien qu'on puisse critiquer la fonction de naturopathe parce qu'elle peut être parfois non scientifique ou autre, eh bien il a le mérite de s'intéresser à l'alimentation, au mode de vie, et parfois il peut connaître beaucoup plus de choses que certains médecins dans certains domaines de ce type-là. Dans une école parisienne pendant 2 ans. C'est à son domicile qu'elle reçoit Annie. Ici, pas de diagnostic, mais de curieuses techniques pour évaluer l'état de santé de sa cliente. Pour voir s'il y a une bonne circulation du sang, je presse un petit peu le bout des doigts sur le bras. Donc évidemment, ils ont trouvé une naturopathe qui a une approche assez alternative, ce qui est idéal pour essayer de ridiculiser les messages, bien sûr. On regarde les lèvres et on voit que vous avez par exemple la lèvre beaucoup plus fine en bas, qui est un signe de faiblesse au niveau du côlon, au niveau des intestins. C'est pour avoir des... Bon, c'est vrai que ça peut prêter à sourire parce qu'effectivement, la majorité des gens en fait ont des problèmes d'intestin. Et donc on aurait pu faire la même chose peut-être en regardant ses oreilles, en disant qu'elle avait un problème d'intestin. Voilà, c'est un petit peu... Mais bon, manifestement c'est fait exprès. Quand ils préparent les reportages, ils interviewent pas qu'une seule personne, ils en interviewent plusieurs, et ils sélectionnent celle sur laquelle, celle qui va servir le propos. En l'occurrence, le propos, c'est de décrédibiliser les personnes qui vont chercher à utiliser des méthodes naturelles pour faire X ou autre. Sur la personne. Connaître globalement la personne. Sur la base de ces seuls éléments, la naturopathe propose à Annie un rééquilibrage alimentaire. Le matin, il y a un café avec généralement 2 tartines de pain. On peut prendre du lait de coco avec des graines de chia. Vous avez entendu parler des graines de chia? Oui, il y a beaucoup d'oméga 3 dedans. Elle va avoir faim. Ce que j'attendais, c'est pareil. Qu'elle se mette. On n'a pas tout l'entrevue, donc on ne sait pas si uniquement au petit déjeuner elle lui a demandé de manger que ça. Il nous le présente comme ça, mais c'est pas certain à mon avis que ce soit que ça. Oh, pardon. Le chemin de l'alimentation, parce que si elle se met pas sur le chemin de l'alimentation, finalement, les compléments alimentaires vont pas être si bien assimilés que ça, et c'est de l'argent qui est foutu par la fenêtre, moi je dis.
Mais de l'argent, Annie va quand même devoir en dépenser. En plus des 90 € pour la séance, Myriam lui conseille une dizaine de compléments alimentaires. Des produits anti-stress et antioxydants censés l'aider à mincir pour une centaine d'euros. Enfin bon, elle nous présente la naturopathe à 90 € la séance comme étant une escroc en fait, hein, parce tout de suite elle parle du tarif et ensuite elle va nous parler des compléments alimentaires en plus. Je trouve ça assez malhonnête parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'on ne sait pas exactement combien de temps a duré la séance. Excusez-moi, mais si c'est une séance de 2 heures, ça fait 45 € de l'heure. C'est pas spécialement cher payé pour quelqu'un qui peut peut-être aider sur certains problèmes de santé. Hein. Faut pas oublier que derrière il y a des charges sociales, et au final, ça représente pas des sommes astronomiques. Mais pas question de les acheter n'importe où. D'ailleurs, si vous allez chez certains médecins qui sont qui ne sont pas conventionnés, c'est des nutritionnistes ou des spécialistes, vous allez être sur des tarifs beaucoup plus élevés que cela. Ça va être 120 €, voire plus, pour une consultation qui va certainement pas durer une demi-heure. Hein. Il faut quand même Cette naturopathe le dire. travaille avec des laboratoires bien précis. Sa cliente n'a qu'à se laisser guider. Je vous ai prévu tout simplement déjà du magnésium. C'est la première chose qui est mangée par le stress. De l'oméga DHA pour diminuer l'inflammation du corps et agir aussi sur la sphère cérébrale. C'est pas une prescription médicale, c'est vraiment un conseil. Là, je vous ai mis... Ça, c'est ce qu'elle est obligée de dire pour pas être ennuyée par les autorités de santé. Un bio du psyllium blond. Il va agir comme un lubrifiant au niveau des intestins pour mouler les selles et aller plus facilement aux toilettes. Très bien. Vous voyez que je vous ai toujours pas donné de choses type minceur pour le moment. Non. C'est pas ce qu'on va faire en premier. Que penser des conseils de cette naturopathe? Ils sont plutôt corrects. Pour le savoir, nous montrons cette séquence au médecin nutritionniste Jacques Fricker. On voit que vous avez par exemple la lèvre beaucoup plus fine en bas. Alors, je précise quelque chose, hein, Monsieur Fricker est donc médecin nutritionniste. Je ne connais pas son cursus professionnel, mais un médecin nutritionniste n'est pas forcément formé aux compléments alimentaires. Il est formé à la nutrition, mais pendant les études médicales, on n'est pas formé aux compléments alimentaires. Donc, techniquement parlant, enfin sauf s'il a étudié spécialement ce domaine-là, il n'est pas spécialement compétent pour pouvoir juger des conseils de la naturopathe. C'est là où c'est paradoxal. C'est qu'on nous le présente comme juge ici de ce qui va être dit en face, alors qu'on ne sait pas en fait s'il en a les compétences. Signe de faiblesse au niveau du côlon. Ça, c'est du grand guignol. Tout le monde a le côlon un peu sensible, donc les gens disent « Ah, merveilleux, la naturopathe, il a trouvé que j'avais le côlon sensible grâce à ma lèvre. » C'est n'importe quoi. On peut voir que vous êtes un mélange de sanguin et de respiratoire, ça aussi, je peux le voir. Sur la main, dire qu'on est à la fois sanguin et respiratoire, heureusement, tout le monde est à la fois sanguin et respiratoire, parce que tout le monde a un cœur qui bat, et tout le monde a des poumons qui respirent, ou alors ça veut dire qu'on est mort. Oui, alors ce qui est drôle en fait, c'est que si on prend un peu de recul, faut pas oublier en fait qu'on peut avoir l'impression que je critique un peu la médecine, mais c'est parce qu'elle manque elle-même de critique à son égard. Hein. La médecine, il y a quelques siècles, faisait des diagnostics exactement de la même manière. Ok, ça, je suis d'accord que ça a évolué, et c'est tant mieux d'ailleurs, effectivement, mais un petit peu d'humilité peut être bienvenue, parce que dans quelques siècles, on rira peut-être de certaines méthodes qu'on utilise aujourd'hui. Le foie et la détox le foie, parce que c'est dans le foie que se passe la détox. Ça n'a pas de sens de vouloir détoxifier l'organisme ou le foie pour maigrir. Cela dit, dans certains compléments alimentaires proposés, il y a des choses qui sont intéressantes. Le psyllium, effectivement, favorise le transit et peut avoir un effet très modéré, mais un effet coupe-faim. Et c'est pareil si vous mangiez un peu plus de légumes. Le DHEA, ce sont les oméga 3. Alors les c'est oméga 3 DHA, pas DHEA. qui ont montré une protection pour la santé. Ce ne sont pas les oméga 3 des compléments alimentaires. Il y a une grande étude récente qui montre qu'au contraire, c'est décevant, on n'a pas d'effet préventif. En revanche, ce qui a été montré, c'est que les consommateurs de poissons ont moins d'infarctus et ont une meilleure santé. Si réellement il y a rééquilibrage alimentaire, si les conseils alimentaires sont corrects, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de tous ces compléments alimentaires. Les nutritionnistes. Il n'a pas tort, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Par contre, bon là, c'est pareil, hein, il y a une assertion qui est balancée comme ça, sans plus de précision, alors que ça vaudrait le coup de s'étendre là-dessus. Cette fameuse étude sur les acides gras oméga 3 qui montrerait que ça n'aurait aucun bénéfice sur les maladies cardiovasculaires, elle est très récente. Avant celle-ci, il y en a eu d'autres qui avaient des résultats inverses, hein, qui disaient que les oméga 3 étaient bons pour les pathologies cardiovasculaires. Et globalement, on a beaucoup plus d'études qui montrent que les oméga 3 sont bons pour les problèmes cardiovasculaires que l'inverse.
Cela étant dit, il soulève un point très important, c'est que parfois les études sont négatives avec les compléments alimentaires d'acides gras oméga 3, alors que toutes les études sur le poisson sont positives. Ça tient à plusieurs choses. Premièrement, ça tient au fait que quand on mange du poisson, on mange moins d'autres aliments protéiques. Et les poissons contiennent des protéines de très bonne qualité qui, lorsqu'elles sont consommées régulièrement, sont associées par exemple à une baisse de la pression sanguine. Ce n'est pas le cas par exemple de la viande rouge. Et par ailleurs, dans la viande rouge, il peut y avoir d'autres éléments comme le fer qui peuvent contribuer aux maladies cardiovasculaires, ce qui n'est pas forcément le cas dans le poisson. Et puis aussi quelque chose qui est très important, c'est que les acides gras oméga 3 qui sont présents dans le poisson, eh bien ils sont à l'abri de la lumière, ils sont dans les membranes cellulaires et ils sont non oxydés parce qu'ils sont protégés. Alors que dans une gélule de complément alimentaire, les acides gras oméga 3 ont été extraits du poisson avec un système de filtration parce qu'on essaye d'enlever les métaux lourds, les PCB, les dioxines, ce qui est une très bonne chose bien sûr. Et ce faisant, eh bien on peut échauffer l'huile, surtout dans les produits bas de gamme, des produits qui ne sont pas forcément... il faut une certaine technologie pour pouvoir enlever les métaux lourds, etc., sans augmenter l'oxydation de l'huile. Et donc aujourd'hui, majoritairement sur le marché, les compléments alimentaires d'acides gras oméga 3 sont oxydés. On peut connaître le niveau d'oxydation du complément alimentaire en demandant l'indice TOTOX, qui est très rarement proposé d'ailleurs dans les compléments alimentaires. Et plus l'indice TOTOX est bas, eh bien plus l'huile est fraîche, c'est-à-dire équivalente en fait à celle qu'on retrouve dans un poisson. Aujourd'hui, les analyses indépendantes sur les compléments alimentaires d'acides gras oméga 3 montrent que une grande majorité dépasse les valeurs limite d'oxydation, et les études montrent que quand on se supplémente avec ces produits, eh bien ça peut avoir des effets inverses aux acides gras oméga 3 non oxydés, c'est-à-dire augmenter les niveaux de triglycérides, augmenter les niveaux de cholestérol, et potentiellement augmenter le risque cardiovasculaire en fait. Sont unanimes, rien de mieux qu'une alimentation. Donc d'ailleurs, ça montre encore une fois que ici tout le discours consiste à critiquer les doses des compléments alimentaires, voire le simple fait de prendre des compléments alimentaires, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a une notion très importante de qualité, mais en fait c'est exactement comme l'alimentation. Vous n'allez pas avoir la même chose si vous achetez un plat préparé d'une grande marque que si vous faites un plat cuisiné chez vous à la maison avec des aliments de haute qualité. Et une activité physique régulière pour perdre du poids. Merci. Au revoir. Mais les industriels du complément alimentaire ne manquent pas d'arguments pour justifier l'utilité de leurs produits. Laboratoire Nutergia. Parce que ces micronutriments essentiels ont été occultés dans la nourriture moderne qui est ultra transformée, bourrée d'engrais. On parle beaucoup du glyphosate en ce moment. Donc cette alimentation urbaine, rapide, dans un environnement pollué, sont mal ingérés, sont mal perçus par l'organisme. Donc il faut trouver des solutions. Alors, il n'a pas l'air très à l'aise sur le sujet. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles il y a des déficits en vitamines et en minéraux. C'est pas spécialement lié à la pollution, en tout cas pas la pollution atmosphérique. Il y a d'une part l'agriculture intensive. C'est vrai que avec l'agriculture intensive, on a tendance à épuiser un petit peu les sols et donc on a des aliments qui sont moins riches en micronutriments que par le passé. C'est assez simple à comprendre. Quand vous plantez des plantes dans un jardin, et d'ailleurs si vous le faites chez vous, vous faites un potager et que vous plantez toujours au même endroit des plantes, vous allez voir que au fil du temps, les récoltes vont devenir un petit peu moins bonnes si vous ne faites rien de spécial, parce que tout simplement il y a des éléments nutritifs qui sont présents dans le sol et la plante va les extraire, va les concentrer donc dans par exemple des fruits ou des légumes, et ces éléments nutritifs ils ne vont pas revenir par magie d'un seul coup dans le sol. Ils ont été puisés une première fois, il va falloir un certain temps avant qu'ils reviennent. Comment ils vont revenir? C'est tout simplement l'activité microbienne du sol, ça va être les vers de terre, ça va être les champignons, ça va être tout cela qui métabolise les éléments minéraux du sol pour les rendre ensuite biodisponibles et utilisables par les plantes. Et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles très souvent les arbres fruitiers naturels qui sont dans un environnement comme dans un jardin ne donnent pas énormément tous les ans. Il y a un cycle qui est lié notamment aux variations nutritionnelles du sol, c'est strictement normal. Donc c'est à cela que servent les engrais chimiques dans des parcelles industrielles, mais c'est à cela que sert le compost par exemple pour enrichir le sol en micronutriments, pour avoir de nouveau des récoltes qui soient qualitatives. Par ailleurs,
Ce qui est très important de signaler, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde, en tout cas en France, où eh bien, de plus en plus de gens sont sensibles à l'alimentation, à l'écologie, aux problématiques de l'élevage intensif, et donc on va avoir tendance à consommer moins de produits animaux, pour une question de tarif également, ça coûte de plus en plus cher, hein, la viande, et puis on n'a pas envie d'acheter du bas de gamme, on a envie d'acheter plutôt du haut de gamme, ce qui est très bien, mais donc ce faisant, on consomme moins de produits animaux, et donc en consommant moins de produits animaux, eh bien paradoxalement, on va être plus à même de développer un déficit en zinc, un déficit en fer, un déficit en taurine, en carnitine, bref, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des déficits micronutritionnels et qui ne sont pas que liés à ces éléments. Il y a par ailleurs également de nombreuses carences qui sont provoquées par des médicaments, c'est pas forcément toujours connu, mais un des médicaments qui est le plus sur la sellette actuellement, et pour lequel d'ailleurs les autorités sanitaires tirent régulièrement la sonnette d'alarme, mais ça n'est pas bien relayé dans les médias, ce sont les médicaments antiacides de la famille des inhibiteurs de la pompe à protons. On a plusieurs études sérieuses qui montrent que ces médicaments, en plus d'augmenter la mortalité et de provoquer différents problèmes, provoquent des carences en vitamine B12, parce qu'en diminuant l'acidité de l'estomac, ils vont entraver l'absorption de la vitamine B12, ils provoquent aussi des déficits en magnésium, y compris chez les personnes qui mangent bien. Donc quelqu'un qui mange de la viande régulièrement, mais qui prendrait ces médicaments, peut développer un déficit en vitamine B12, et donc la supplémentation peut éventuellement pallier le problème, quoique, parce que le médicament lui-même va même avoir un impact malheureusement sur le complément alimentaire. Mais donc ça montre bien qu'il y a énormément de cas particuliers, et puis il y a des problèmes de santé qui peuvent éventuellement augmenter le besoin en vitamines et minéraux. Il y a des nutriments par exemple qui sont utilisés aujourd'hui dans certaines études pour lutter contre l'apparition ou la progression de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est la lutéine, la zéaxanthine, on va en reparler un peu plus loin, et tous ces nutriments sont certes présents dans l'alimentation, mais si vous voulez un effet thérapeutique, les études montrent qu'il faut une supplémentation quotidienne avec ces nutriments. C'est possible par l'alimentation, mais ça veut dire tous les jours, vous allez manger une certaine quantité d'épinards, une certaine quantité d'œufs entiers, une certaine quantité d'aliments, et c'est très compliqué, et parfois même très coûteux pour certains aliments. Je pense par exemple aux myrtilles, qui coûtent relativement cher et qui sont très bonnes pour la santé, et le complément alimentaire représente bien une solution facile et moins coûteuse tout simplement. Un discours bien rodé qui semble être l'une des clés du succès. Ce directeur est à la tête d'une entreprise qui affiche un chiffre d'affaires de 47 millions d'euros. Symbole de cette réussite, cette usine flambant neuve où 70 salariés fabriquent des probiotiques, des complexes multivitaminés et des compléments à base de plantes. Sur les chaînes de production aujourd'hui, un produit minceur pour l'arrivée des beaux jours. Et on a un problème avec la réussite en France. Il a réussi, c'est très bien, félicitons-le, inspirons-nous du modèle. S'il n'escroque pas ses clients, c'est plutôt positif. Fabriquer 16 000 flacons d'un demi-litre en 48 heures. Une fabrication qui respecte des normes strictes. On s'inspire énormément des normes pharmaceutiques parce qu'en fait, le complément alimentaire est fait avec des denrées alimentaires, mais à la forme de médicaments. C'est pas uniquement parce qu'il a la forme du médicament qu'on s'inspire de l'industrie pharmaceutique, en tout cas dans les manières de produire les produits. C'est parce que en France, les conditions, les contrôles sont extrêmement drastiques. On ne peut pas vendre n'importe quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intoxication en France quand on achète un complément alimentaire français. On va le voir un peu plus loin dans le reportage, c'est quelque chose qui arrive toujours avec des compléments alimentaires qui sont fabriqués à l'étranger, qui peuvent être des produits low cost, des produits venant d'Asie, des États-Unis ou d'ailleurs, et qui ne sont pas du tout soumis au même contrôle. En France, c'est extrêmement drastique, tant mieux pour le consommateur, mais il convient de le dire, et ça n'est dit à aucun moment dans ce reportage. Dans cette entreprise, des chercheurs et des pharmaciens élaborent les formules des compléments alimentaires. Ils doivent respecter des listes d'ingrédients fixées par la réglementation européenne et française. Tout à fait. Vitamines, minéraux, plantes, toutes ces substances contiennent des principes actifs. Il faut trouver les bons dosages selon les effets recherchés. C'est une association de plantes, donc on va retrouver de l'artichaut, on va retrouver du cassis, on va retrouver de la reine des prés par exemple, et également on va avoir des apports en minéraux, donc on va retrouver du chrome, du zinc, une recette en fait, finalement c'est une recette, dans cette optique d'avoir un produit qui aura cette action drainante, détoxifiante sur l'organisme.
Une fois le mélange effectué... Alors encore une fois, ce qui est vraiment dommage dans le reportage, c'est qu'à aucun moment on s'intéresse à des compléments alimentaires dont les ingrédients sont validés scientifiquement. On nous parle de détox, de drainage et de minceur, qui sont quand même les 3 domaines dans lesquels il y a le plus d'escroqueries, de mensonges, et où les compléments alimentaires sont inefficaces, puisque de toute façon, le mot détox ne veut pas dire grand-chose sur le plan médical, c'est pas assez précis, et donc on peut pas dire grand-chose sur un complément alimentaire. Voilà. Et drainant, ça veut simplement dire que c'est un produit diurétique qui fait éliminer de l'eau. Il y a énormément de plantes diurétiques. Voilà. Maintenant, quels sont les bénéfices de ces produits? On se pose la question, parce que quand vous arrêtez une plante qui est drainante, vous allez reprendre l'eau que vous avez perdue, et puis c'est tout. Puis voyage en circuit fermé pour éviter tout risque de contamination. Il est ensuite conditionné comme un sirop dans ces flacons avec bouchon doseur. À ce stade, le produit ressemble beaucoup à un médicament. D'autant que sur l'étiquette, l'industriel a le droit d'inscrire des messages qui établissent un lien entre les substances utilisées et la santé. On appelle cela des allégations. Les allégations, par exemple, c'est l'arène des prés favorise le drainage de l'organisme, l'aubier de tilleul et le cassis favorisent l'élimination rénale, l'artichaut soutient la détoxification. S'il n'y a pas le droit de figurer, c'est le lien entre le complément alimentaire et la maladie. Ça, c'est strictement interdit. Pour le calcium, par exemple, interdiction de dire que ce minéral joue un rôle dans la lutte contre l'ostéoporose et la fragilité. Encore heureux, parce que ça fonctionne pas, le calcium. Le calcium n'est pas efficace contre l'ostéoporose. On a énormément d'études à ce sujet qui montrent que la supplémentation ne renforce pas les os. Elle peut éventuellement augmenter un peu la densité minérale osseuse, mais ça ne diminue pas le risque de fracture. Ça n'a donc strictement aucun intérêt. Par contre, on a beaucoup d'études qui montrent que la supplémentation en calcium est associée à de nombreux problèmes de santé. Plus d'infarctus, probablement parce que le calcium rigidifie les artères, plus de glaucome, plus de décès toute cause, bref, il faut absolument éviter le calcium en complément alimentaire. Du squelette. Mais pourquoi d'ailleurs il faut l'éviter aussi? C'est tout simplement parce qu'effectivement on en a besoin au niveau des os, mais les besoins réels sont très faibles en fait, et ils sont couverts très facilement. On a eu un matraquage pendant des années de la part de l'industrie laitière qui essayait de nous faire croire qu'il fallait manger beaucoup de produits laitiers pour avoir beaucoup de calcium parce que c'était bon pour les os. Aujourd'hui, les recommandations officielles ont déjà diminué un peu, on a diminué d'un produit laitier, ça va probablement continuer de changer avec le temps, mais donc c'est pour ça qu'effectivement ça ne fait strictement rien, enfin, en tout cas pas de bien. Sur l'étiquette que le calcium contribue à une ossature normale. Oui, vous voyez bien, le calcium contribue à une ossature normale, oui, au même titre que l'eau contribue à l'hydratation. Ces messages entretiendraient. C'est pas parce que vous allez plus boire que vous serez mieux hydraté. Un mélange des genres susceptible de tromper le client. Aux yeux du consommateur, il y a une ambiguïté qui est forte entre le complément alimentaire et le médicament, parce que les modes de présentation ressemblent à ceux du médicament, parce que c'est souvent vendu dans des pharmacies et recommandé par des pharmaciens. Je suis d'accord, mais il y a quand même une très grande différence, c'est que la plupart des médicaments sont sur ordonnance, surtout quand ce sont des médicaments qui ont des effets vraiment potentiellement néfastes. Malheureusement, il y a des médicaments qui sont en vente libre et qui ne devraient pas l'être. Mais il y a quand même une différence fondamentale. Je ne connais pas de personne qui ait confondu un complément alimentaire avec un médicament et qui a acheté un complément alimentaire en pensant que c'était un médicament. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Que les allégations s'adressent à des problèmes auxquels on pourrait répondre avec des médicaments vendus sans ordonnance. Est-ce que les allégations répondent à des problèmes auxquels on pourrait répondre avec des médicaments vendus sans ordonnance? Mais la question ne se pose pas en fait. Les gens n'ont simplement pas envie, s'il y a un problème de santé qui peut être résolu par une substance naturelle, pourquoi est-ce qu'il faudrait prendre un médicament? Ça n'a pas de sens de dire ça. On est vraiment dans une dichotomie, une opposition fondamentale. On essaye de nous faire croire que les gens qui prennent des compléments alimentaires vont pas se soigner s'ils en ont besoin. C'est faux. On n'a pas, c'est pareil, encore une fois, on n'a pas d'études qui montrent que les gens qui prennent des compléments alimentaires fuient le médecin. Ça n'a rien à voir. La liste de ces allégations est réglementée au niveau européen. Attention à ne pas prendre tout pour argent comptant. Ces allégations, elles sont variables. Pour les plantes, elles sont très mal définies à l'heure actuelle. On a un flou depuis une dizaine d'années en Europe où on a une certaine tolérance vis-à-vis de ce qui peut être revendiqué sur un complément alimentaire.
Je suis d'accord. Qu'en est-il du complément minceur? Ce qu'il faut savoir, c'est que les allégations, effectivement, elles sont extrêmement régulées, elles sont très difficiles à obtenir, c'est-à-dire que si vous voulez que votre produit puisse avoir une allégation particulière, si elle n'est pas autorisée par l'Europe, c'est pas la peine d'insister, ou alors il va falloir dépenser des sommes très importantes, produire des études scientifiques, etc. Donc on est en fait, c'est un véritable problème, les allégations de santé, on retombe en fait dans la même problématique que pour le médicament, c'est-à-dire que ceux qui ont le plus de moyens vont pouvoir éventuellement produire des études et même avoir des résultats qui seront mensongers, qui ne seront pas la réalité pour faire croire que leur produit fait quelque chose. On retombe un peu dans le même problématique sur les compléments alimentaires. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ces allégations, la manière dont elles sont attribuées est extrêmement stricte et que parfois ça frise la bêtise. Par exemple, pendant longtemps, il était interdit de dire que le pruneau aidait le transit. C'était strictement interdit parce que c'était une allégation. Aujourd'hui, je crois qu'on a le droit de dire que le pruneau contribue à une fonction intestinale normale. Donc ça veut d'une certaine manière, ça peut dire que oui, si on est constipé, ça va aider. Mais vous voyez, c'est extrêmement flou. Ce qui est certain, c'est que ça n'aide pas du tout le consommateur à y voir plus clair, ça c'est sûr. Dans l'usine de l'Aveyron est vendu près de 20 € l'unité. Ce sont des plantes assez classiques de la digestion. Près de 20 € l'unité. C'est plutôt pas cher pour un complément alimentaire. Assez classique et pas spécialement choquante. L'efficacité ne doit pas être phénoménale. Ça va faire perdre un petit peu d'eau, effectivement, parce que la plupart des ingrédients sont diurétiques. Miser sur la ressemblance avec les médicaments, c'est l'une des stratégies des fabricants de compléments alimentaires. Et sur le marché de la minceur, les industriels vont plus loin. Voilà, c'est totalement faux. Il suffit de regarder le packaging, par exemple. Les emballages des compléments alimentaires n'ont rien à voir avec ceux des médicaments. Les médicaments, c'est généralement très très austère. Les compléments alimentaires, c'est beaucoup plus coloré, beaucoup plus chatoyant. Il n'y a pas du tout la même politique, ça n'a strictement rien à voir. Des consommateurs avant, après sur les réseaux sociaux, publicité dans les magazines féminins, certaines marques font même appel à des stars de la télé-réalité pour vanter leurs produits. Avec mes grossesses, j'avais pris du poids et mes rondeurs persistent. Ce complément alimentaire est un composé d'ingrédients naturels censés brûler les graisses et favoriser la Alors, je connais tout de suite la marque, ils ont censé avoir fouté le produit, mais... Pour la boîte, tient-il ses promesses? En ce qui concerne ce produit, qui contient un extrait sec de feuilles d'artichaut, à ma connaissance, il n'y a pas d'études. Et j'attends que Bonbon Trude, on trouve... Ouais, je suis d'accord qu'il n'y a pas d'études sur l'artichaut et le poids, mais cela étant dit, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'études sur un composé que le composé n'est pas efficace. L'artichaut pourrait... Ça n'est pas le cas, mais supposons que la plante X n'ait pas d'études sur de lien avec le poids, il se pourrait très bien qu'en pratique elle soit efficace. C'est quand même deux choses distinctes. Dedans, d'extrait sec de nopal. Alors le nopal, on va jouer sur un autre tableau qui est celui du sentiment de satiété et aussi probablement d'une diminution de l'absorption des graisses. Alors ça par contre, la diminution de l'absorption des graisses avec le nopal, ça par contre, ça n'est pas prouvé scientifiquement, mais lui apparemment le considère. Pas chez moi un enthousiasme gigantesque. Et par ailleurs, en ce qui concerne les fibres en complément alimentaire pour la minceur, il faut quand même des quantités significatives, puisque le principe de ces produits, c'est que la fibre va se gorger d'eau, elle va gonfler au niveau de l'estomac, et donc ça va calmer l'appétit, et on va avoir tendance à manger moins, et c'est ça ensuite qui va faire maigrir. Donc dans une gélule comme ça, c'est probablement très peu efficace, et je pense pas que ce produit ait la moindre efficacité. Autre produit phare de la gamme minceur, les compléments avec une action drainante. Donc là, nous avons un jus de fruits, parfum fruits rouges. Certains, probablement dans les drainants, aux concentrations utilisées, vous n'avez aucun risque. Ça vous fera pas de bien, mais ça vous fera pas de mal. Bon, simplement, c'est votre portefeuille qui va mincir. Leur intérêt est tout à fait mineur. Ça peut être une aide pour certaines femmes. C'est-à-dire que ça peut les motiver dans le cas de la volonté de perdre un nombre limité de kilos. D'accord, donc ça peut les motiver, c'est plutôt positif en fait. Il nous dit que ça sert à rien, mais il nous dit que ça peut aider quand même. Une plante venue d'Asie, le konjac, qui donnerait les meilleurs résultats. Mais comme souvent, il y a un revers. Et là on nous dit qu'en fait ça fonctionne le konjac. À la médaille. Lorsqu'on l'ingère, il va gonfler dans l'estomac et induire par ce fait un sentiment de satiété. Et soyons clairs, il faut faire attention comment on le prend parce qu'on peut faire une fausse route et auquel cas ça va gonfler dans les voies respiratoires et on risque de mourir. Ce
Alors, peut-être, il y a quand même deux choses qui sont un peu chagrinantes, c'est que si la gélule passe dans les voies respiratoires, pour que ça gonfle, il faudrait qu'il y ait de l'eau. Il y a quand même très peu d'eau dans les voies respiratoires, en tout cas au point de provoquer le gonflement de cette fibre. Cela étant dit, c'est sûr que c'est quand même très très dangereux. Maintenant, est-ce que ce risque est réel ou est-ce qu'il est imaginaire? Pour ce reportage, moi j'ai pas trouvé de cas en France sur ces dernières années de fausses routes avec l'ingestion d'un complément alimentaire de fibres de konjac. Donc encore une fois, il y a quand même la volonté de faire peur et de dissuader les gens de prendre des consommateurs au-delà de toute logique scientifique, ce qui est quand même un comble, puisqu'on a un médecin qui s'exprime... ambigu avec les compléments alimentaires, c'est que ils vont contenir des substances qui sont traditionnellement dites naturelles, des vitamines, des minéraux, des plantes. Et donc ça, dans l'esprit des consommateurs, c'est souvent synonyme de bon, ça va peut-être me faire du bien, et puis si ça ne me fait pas de bien, ça ne me fera pas de mal. Et ça, c'est une vraie erreur avec les compléments alimentaires. Il n'y a pas de synonyme entre naturel et sans danger. Fausses promesses, efficacité limitée. En l'absence d'études scientifiques, il est aujourd'hui très difficile d'évaluer l'intérêt des compléments alimentaires. Alors, il n'y a pas d'absence d'études scientifiques, il y en a énormément d'études scientifiques sur les compléments alimentaires, d'autant plus que ces études sur les compléments alimentaires, elles sont financées par soit des fonds publics, soit des petits pôles de recherche, soit même des laboratoires de compléments alimentaires, mais qui ont des moyens financiers qui sont beaucoup plus faibles que les laboratoires pharmaceutiques. Et on a des études qui montrent qu'il y a un lien entre les intérêts financiers qu'il y a à faire une étude et les résultats. C'est-à-dire que quand un laboratoire a un intérêt à vendre un produit, eh bien statistiquement, les conclusions sont beaucoup plus souvent biaisées. Par contre, pour les compléments alimentaires, elles sont beaucoup moins biaisées parce qu'il y a beaucoup moins d'argent à se faire derrière. Et donc malheureusement, on n'en parle pas. Et surtout, on ne parle pas de l'effet des compléments alimentaires sur des vrais paramètres de santé. Je sais pas moi, sur les douleurs articulaires, sur la vision, sur la mémoire, sur la fatigue, sur le bien-être, sur la concentration. Il pourrait y avoir énormément de choses. Les produits à l'aspect inoffensif contiennent des substances actives, potentiellement dangereuses pour la santé. Comme les médicaments, le sommeil aussi peuvent entraîner de graves effets secondaires. Il y a 2 ans, Nani découvre une publicité sur Internet pour les compléments minceurs. Elle se laisse alors tenter. Je me suis dit, c'est un truc naturel. On mange des légumes, on fait quand même un petit peu attention, mais en prenant de l'âge, je me suis dit parfois, ça peut quand même peut-être aider à mieux éliminer, tout simplement. Éliminer quoi? Je sais pas, j'ai failli m'éliminer moi-même, en fait. Nani en consomme sans se méfier, mais un soir, elle est prise de violentes douleurs. J'ai été me coucher, et c'est à 3h du matin que j'appelle le SAMU, parce que je me sentais pas très bien. J'avais des douleurs terribles articulaires. J'avais très très mal, plus une température très élevée. Le SAMU la transporte aux urgences et le diagnostic est posé. Nani... Alors, ça me fait penser, moi, à cette histoire de cette jeune fille d'origine africaine, qui s'appelait, j'ai oublié son prénom, qui est décédée et dont les urgentistes avaient ri au téléphone, qui présentait en fait des symptômes assez similaires, puisqu'elle fait une défaillance multiviscérale, notamment au niveau hépatique, donc avec des douleurs diffuses qui étaient difficiles d'exprimer en fait ce qui n'allait pas, et donc on s'est moqué d'elle. Donc madame, elle a eu beaucoup plus de chance puisqu'on ne s'est pas moqué d'elle et on est venu la chercher, et effectivement elle aurait pu décéder. Donc elle vient de dire qu'elle a fait une hépatite fulminante. Une destruction rapide des cellules. Il faut la transférer en réanimation au plus vite. J'aurais pu perdre la vie. Je reviens de très loin. Il y a 10 à 15% de survie dans une hépatite fulminante aiguë. Tout à fait, mais 10 à 15% de survie, la plupart du temps, c'est pas du tout lié à la prise de compléments alimentaires. En général, on n'en revient pas comme ça. Nani a beaucoup de chance. Après de longues heures de perfusion, son foie se remet à fonctionner. Mais les médecins s'interrogent sur la cause de son hépatite. Virus, problème immunitaire, toutes les pistes habituelles sont écartées, reste l'alimentation. On pense à une intoxication alimentaire. Je mangeais quoi? Et ce n'est qu'après que je dis, écoutez, j'ai pris des gélules. Vous prenez des médicaments? Non. Vous prenez des gélules. J'ai pris des gélules pour une détoxification. Bilan de l'interrogatoire, les compléments à base de plantes achetés sur Internet sont sans doute responsables de son intoxication. Comment ces petites gélules, finalement, ont pu arrêter le foie de fonctionner?
sur un corps qui est sain. On attend de savoir ce qu'elle a pris. Coupable, ce serait le thé vert présent dans certaines gélules. D'autres cas d'intoxication grave liés à cette C'est pas le thé vert, on va attendre. Mais... ont été recensés dans la littérature médicale. Quand vous prenez du thé en infusion, vous extrayez des toutes petites quantités de molécules. Maintenant, quand vous en faites un traitement chimique dans un autre but, par exemple dans un but thérapeutique complément alimentaire, et qu'au lieu que ce soit une simple infusion dans l'eau, mais au contraire, vous faites une extraction chimique des molécules du thé vert, à ce moment-là, vous extrayez des produits avec des concentrations infiniment supérieures. Et ce qui n'est pas toxique à petite concentration peut le devenir lorsque la concentration est multipliée par 1000, par exemple. Mais ces cas d'hépatite fulminante restent extrêmement rares. Et le danger n'est pas le même pour tout le monde. Alors, en plus de la dose, il faut quand même dire des choses, c'est qu'il y a une susceptibilité individuelle de la personne. Tout le monde ne fait pas ça. En France, les effets indésirables des composés... Alors, c'est extrêmement rare, mais néanmoins, ça nécessite un reportage. Par contre, les hépatites, insuffisances hépatiques liées à la consommation de paracétamol, j'ai jamais vu de reportage sur le sujet, alors que c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas le thé vert qui est dangereux. Il explique qu'il y a une concentration de quelque chose. Cette molécule, c'est le GCG, qui est un polyphénol de thé vert, qui effectivement peut être toxique pour le foie lorsque les concentrations sont vraiment très importantes. Alors, de mémoire, je crois que ça commence à peu près à 800 mg de GCG que la toxicité peut se manifester chez certaines personnes uniquement, et il y a un contrôle aujourd'hui des autorités sanitaires par rapport à ça en France, avec des mises en garde qui sont indiquées sur les produits, et puis des doses limites qui ne peuvent pas être dépassées. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est extrêmement rare d'avoir ce genre de problème. Donc encore une fois, on essaye de diaboliser le complément alimentaire. Depuis 2010, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation a créé un dispositif de nutri-vigilance pour identifier les risques et informer les consommateurs et les fabricants. Depuis la création du dispositif en 2010, un peu plus de 4000 effets indésirables ont été déclarés et plus de 9 sur 10 concernaient des compléments alimentaires. Il y a un panel d'effets indésirables très étendu, des risques pour le foie, des risques cardiovasculaires, de la tachycardie, des éruptions cutanées, parfois très graves. Alors oui, parfois, effectivement, il y a des effets secondaires graves. Les éruptions cutanées graves, généralement, c'est avec un extrait de shiitake, qui est un champignon qui peut provoquer de graves allergies. Bon, je connais pas, j'ai pas tout en tête, mais enfin bon, on peut quand même les comptabiliser, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Et puis surtout, encore une fois, puisque dans ce discours, il est toujours question d'opposer la médecine, le médecin, le médicament avec le complément alimentaire, si on avait voulu être objectif et sérieux, il aurait fallu présenter les chiffres pour les médicaments. Combien est-ce qu'il y a d'effets secondaires rapportés chaque année pour les médicaments ? Beaucoup plus que pour les compléments alimentaires, beaucoup plus que 4000 évidemment. La différence étant que très souvent, les gens, lorsqu'ils prennent des médicaments, s'attendent à avoir des effets secondaires, parfois même des effets secondaires graves, et ne vont pas ensuite forcément faire une remontée à la pharmacovigilance. Donc là en plus, si vous voulez, le rapport de réflexion est biaisé. Des neurologiques, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur. Dès lors qu'on voit se manifester... Par ailleurs, il y a quand même quelque chose de très important, c'est que s'il y a des effets secondaires, ça prouve qu'il y a des substances actives qui peuvent donc agir sur la santé, positivement ou négativement, et donc que les compléments alimentaires ne sont pas bidons. S'ils étaient bidons, il y aurait pas d'effets secondaires, pas d'effets positifs. C'est quand même quelque chose qui est la base en pharmacologie, c'est que toute substance active va avoir des effets positifs et potentiellement des effets néfastes. Les compléments alimentaires n'échappent pas à la règle, bien sûr. Ils peuvent avoir des effets secondaires, même si globalement, c'est vrai que, en tout cas pour une bonne partie de compléments alimentaires qui sont disponibles aujourd'hui, les effets secondaires restent quand même très limités. Un effet indésirable, l'idéal c'est vraiment de le déclarer à son pharmacien, à son médecin, à son diététicien. Aujourd'hui, Catherine a rendez-vous dans le service de cancérologie de cet hôpital parisien. En rémission d'un cancer des ovaires, elle continue de prendre un traitement responsable de troubles intestinaux. Pour lutter contre cet effet secondaire, Catherine est tentée de prendre des compléments alimentaires. Mais avant de se lancer, elle doit faire le point avec cette pharmacienne.
Mon acupunctrice m'a proposé un produit, mais comme c'est un complément alimentaire, comme j'ai bien retenu la leçon, je viens vous dire si ça risque pas d'avoir des effets secondaires indésirables. Audrey Schumann est là pour la guider. Sa patiente voudrait consommer de l'aspido, une écorce d'arbre qui renforcerait ses défenses immunitaires, et du desmodium, une plante censée protéger son foie de l'agressivité de son traitement. Par rapport à Aspido, on trouve très peu de choses pour l'instant en termes d'effets ou d'interactions ou de problèmes particuliers parce qu'il est peu utilisé. Manifestement, ce qui est intéressant, c'est que la pharmacienne a fait des recherches pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Je dirais que c'est le comportement idéal qu'on aimerait tous avoir à faire. Le desmodium, c'est plutôt non. Là où le Aspido, c'est un gros point d'interrogation, le desmodium, on préfère éviter. Voilà, donc je sors avec une conclusion plutôt négative. Bon, mais si je suis venue vous voir, c'est parce que... Alors le desmodium, donc c'est une plante qui agit au niveau du foie, qui a montré des effets bénéfiques en cas d'hépatite par exemple, donc qui va agir pour renouveler les cellules du foie, éliminer certains toxiques peut-être plus rapidement, dans certains cas bien précis, hein, ça fonctionne pas pour tout. Probablement peut-être qu'avec certains médicaments de chimiothérapie, eh bien, ça peut accélérer la clairance, c'est-à-dire l'élimination du médicament, et ça évidemment ça peut être problématique pour un traitement. Et qu'il y a un risque que ce ne soit pas positif. Dans les services de cancérologie, de nombreux patients préfèrent rester silencieux. Par contre, ce qui n'est pas mentionné, c'est qu'il y a des compléments alimentaires qui sont très intéressants quand on a une chimiothérapie ou une radiothérapie ou un traitement contre le cancer, justement effectivement pour diminuer les effets secondaires. En premier lieu desquels, pour les problèmes intestinaux, là, ou pour tout ce qui est radiation au niveau de la sphère oropharyngée, ça va être les probiotiques en complément alimentaire qui ont montré effectivement des effets très positifs. Sur leur consommation de compléments alimentaires. Ils sont persuadés que la médecine conventionnelle désapprouve ce type de remède. Plutôt oui, en général. C'est pas toujours simple d'avoir cette information de prise de traitements complémentaires par les patients. Notamment, on sait que par exemple, il y a à peu près la moitié des gens qui vont pas le dire directement, le fait qu'ils prennent des traitements complémentaires. Ça nécessite une discussion. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait un temps dédié pour que la personne se sente en confiance et nous explique sa vie et la façon dont elle a recours à ces médecines complémentaires. Je suis d'accord, mais là on a une pharmacienne hospitalière qui manifestement est intéressée par le sujet, apprend des choses sur le sujet et diffuse de l'information. Il faut bien reconnaître objectivement que si vous prenez des compléments alimentaires et que vous en parlez à votre médecin, vous n'avez pas quelqu'un qui est aussi ouvert en face de vous en général. Hein. Donc les gens sont pas tentés d'aller en discuter en détail. Pour Audrey Schumann, ce temps d'échange est capital. Les compléments alimentaires peuvent entraîner des risques d'interaction avec les traitements anticancéreux. Les plus connus, on a le millepertuis, qui est une tisane utilisée souvent pour la dépression, qui va Alors le millepertuis, effectivement, c'est l'exemple. Il faut savoir que parmi tous les compléments alimentaires, celui qui a le plus d'effets secondaires d'interactions médicamenteuses et qui peut être compliqué à utiliser, c'est le millepertuis. Il y a une liste longue comme le bras d'interactions, c'est une substance très particulière. En deuxième, c'est le pamplemousse, mais c'est l'exception qui confirme la règle. On ne peut pas présenter ça comme étant tous les compléments alimentaires. Une diminution de la chimiothérapie, donc un risque d'inefficacité du traitement. À côté, on a par exemple le pamplemousse, qui au contraire va augmenter l'effet d'un certain nombre de médicaments. Il peut y avoir un impact sur la survie, donc c'est pas anodin et c'est important que les gens en soient conscients. Dans la région des Pays de la Loire, Laurent Richet est le référent en matière de compléments alimentaires. Ouais, si. Chaque année, cet agent de la répression des fraudes réalise une 60aine de contrôles dans ce secteur. Aujourd'hui, il mène une inspection chez ce grossiste qui commercialise l'un des compléments alimentaires les plus prisés, la spiruline. Cette algue séchée, naturellement riche en vitamines, minéraux et oligo-éléments, est vendue comme un super aliment capable de renforcer le système immunitaire. Dans cette entreprise, la poudre de spiruline en provenance de Chine est livrée en vrac ou sous forme de gélules. Vous la recevez telle quelle, Oui, elle est reçue en état. Combien de gélules Là, ici, on a donc l'indication, on a 6500 gélules environ. Oui. Donc là, il y a un certain nombre d'informations qui sont présentes sur cette étiquette. Vous voyez, il y a une date de fabrication, il y a un numéro de lot, il y a l'identification de gélules, il y a une étiquette qui reprend aussi les informations qui permet d'identifier le produit. Ces informations sont indispensables pour retirer des lots du marché en cas de risque sanitaire. Sur ce point, l'industriel est en règle.
Mais la spiruline est-elle de bonne qualité ? C'est dans ce petit atelier que les gélules sont conditionnées. L'agent de la répression des fraudes prélève plusieurs lots qui seront soumis à des analyses. Pour le prélèvement, il me faudrait 2 piluliers de début de production. Et ça, c'est ceux qui viennent de faire, c'est leur fin de production. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, il y a des contrôles, comme vous voyez sur le terrain de la DGCCRF, qui sont là justement pour contrôler que tout se passe bien, mais ces contrôles, ils sont faits que en France, c'est-à-dire dans les laboratoires qui fabriquent en France. Quand vous achetez des compléments alimentaires qui sont fabriqués ailleurs qu'en France, vous n'avez pas les mêmes critères de qualité, et effectivement, vous pouvez vous retrouver avec des compléments alimentaires qui ne contiennent pas exactement ce qui est indiqué sur l'étiquette, qui peuvent être falsifiés avec des médicaments, qui peuvent contenir des polluants. Il y a différents types de problèmes. Normalement, en tout cas c'est comme ça à ma connaissance chez tous les grands laboratoires, c'est comme ça que ça se passe chez nous aussi, quand on reçoit une matière première qui vient de l'étranger, même de France d'ailleurs, on la teste d'abord pour vérifier que toutes les caractéristiques sont correctes, qu'il n'y a pas de polluants, qu'il n'y a pas de problèmes microbiologiques, de choses comme ça. Ensuite on va fabriquer le produit, et ensuite on va refaire un test à la sortie du produit de manière aléatoire sur un certain nombre de boîtes pour vérifier qu'il n'y a pas de problème particulier. Donc c'est pour ça qu'en France, si vous voulez, quand vous achetez un complément alimentaire en France, qui a été fabriqué en France, eh bien c'est extrêmement rare, voire ça n'arrive jamais, qu'il y ait des problèmes avec des quantités importantes de métaux lourds, avec des contaminations, des dosages qui ne sont pas corrects, etc. Ça n'arrive pas, on est en France quelque chose d'extrêmement strict, parfois peut-être même un peu trop strict, en tout cas ça se discute. Mais donc les problèmes, ils viennent surtout quand vous achetez sur internet des produits qui viennent de l'étranger. Ces tests en laboratoire vont permettre de mesurer la quantité de principes actifs et de vérifier si le... Et alors attention d'ailleurs, parce que maintenant beaucoup de grandes marques de compléments alimentaires sont fabriquées à l'étranger ou sont des marques étrangères, et elles ont un site français, et ça donne l'impression que la marque est française, mais c'est pas du tout le cas, et les produits sont pas fabriqués en France. C'est particulièrement populaire aujourd'hui dans les marques qui vendent des ingrédients seuls, pas chers, etc. Contaminés par des polluants. Pour la spiruline, il y a des risques de contamination du produit en tant que tel en métaux lourds, en hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui est un composé qui peut être cancérigène. Et en liaison avec ça. Alors oui, c'est vrai que la spiruline peut y avoir des problèmes de contamination avec des métaux lourds. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, quand vous achetez chez un spirulinier, un fabricant de spiruline, qui est un tant soit peu sérieux, là ça vient de Chine effectivement, il faut quand même faire des analyses et savoir un peu comment est fabriqué le produit, mais en tout cas quand vous achetez un produit qui est fabriqué en Europe, en France, etc., et ben, la spiruline, elle pousse dans des très grands bassins industriels, et la spiruline, on lui apporte les éléments nutritifs dans le bassin. Donc il n'y a pas normalement de contamination avec des métaux lourds, on ne retrouve pas de métaux lourds dans les spirulines, parce que c'est en fait une production industrielle, c'est pas du tout quelque chose de naturel. On va pas chercher la spiruline au fond d'un lac, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc par ailleurs, il y a beaucoup de problèmes liés à la production elle-même de la spiruline, qui n'est pas forcément écologique, et c'est pour ça qu'il est très difficile de trouver de la spiruline bio avec une certification bio d'un produit français. Vous allez trouver facilement de la certification bio qui vient de l'étranger, mais ça n'est pas aussi strict que la certification française. L'industriel apprendra, quelques semaines plus tard, que les résultats d'analyse sont conformes aux normes réglementaires. De retour dans son bureau, Laurent Brichet poursuit son inspection sur Internet. La communication de l'industriel sur les compléments à base de spiruline est-elle conforme à la loi ? Une mention sur le site d'achat semble poser problème. L'allégation en fait un aliment particulièrement intéressant pour toutes les personnes souffrant d'anémie. On est à la limite de l'allégation thérapeutique, donc c'est ce genre de choses qu'on peut faire retirer des sites internet, c'est ce genre de choses que les professionnels... Donc c'est la limite parce que l'anémie c'est considéré comme une maladie. Bon, c'est pas vraiment une maladie, c'est pour ça que c'est la limite. Doivent respecter, ils doivent parler aux enfants dans la communication. La plupart du temps, les industriels sont avertis pour des infractions mineures comme ce problème d'étiquetage. Ici, on affirme que le marché des compléments alimentaires est bien sécurisé, même si l'on avoue que certains acteurs échappent à tout contrôle. Aujourd'hui, les compléments alimentaires sont un produit en croissance. Donc il faut continuer à mettre des moyens. Il n'y a pas de doute. Je pense que c'est ce que nous faisons, en tout cas dans la région. C'est une région de production assez importante. Après, on ne va pas pouvoir mettre un inspecteur derrière chaque marché forain ou pharmacie, n'est-ce pas ?
Dans ces conditions, des charlatans peuvent agir en toute impunité. Alors ça y est, Pour le les vérifier, charlatans sont là. nous sommes rendus dans ce salon de bien-être à Paris, muni d'une caméra discrète. Dans cette allée, pas moins de 42 stands vendent des compléments alimentaires. Spiruline, millepertuis, levure de riz rouge, il y en a pour tous les goûts, et ici, l'arnaque n'est jamais loin. Sur ce stand, on vante les mérites de compléments à base de triglycine, un terme scientifique pour désigner les graisses présentes dans l'huile de coco. À en croire les vendeurs, ces produits guériraient une pathologie pourtant incurable, la maladie d'Alzheimer. Alors ça, c'est bien pour nourrir le cerveau, détoxiquer le cerveau, faire de nouveaux neurones. Moi, je sais comment. Médicament qui soit salvé, alors comment se soigner. Il n'y a aucune chimie qui a réponse à ça. Il y a surtout pour la matière première qui a réponse à ce genre de problème. À quelques mètres de là, Alors c'est curieux, il n'y a pas de commentaire de la part du journaliste sur ce qui est dit. Alors c'est vrai que c'est exagéré, il y a effectivement du discours mensonger dans ce qui est dit, mais il n'y a pas que du discours mensonger. C'est vrai aujourd'hui qu'il n'y a pas de médicaments efficaces contre Alzheimer, faut quand même pas l'oublier, hein. Mais il y a des études sur les triglycérides à chaîne moyenne, c'est-à-dire les graisses de coco, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, qui montrent des bénéfices de cette huile de coco, et donc ça évidemment, personne ne le dit dans le reportage, et je trouve ça quand même assez choquant. Moi j'ai imprimé plusieurs études, mais bon, je vous mettrai les liens par rapport à cela. Alors, on a des études qui montrent que, donc là ici, ils ont testé sur la fonction cognitive, avec des patients qui ont Alzheimer, forme moyenne à modérée, donc avec des résultats positifs. Ici, on a une étude qui montre que les triglycérides à chaîne moyenne améliorent le métabolisme énergétique du cerveau dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Et ici, on a une étude qui montre, donc c'est une étude pilote, qui montre l'intervention via un régime cétogène dans le cadre de la maladie d'Alzheimer et qui montre de bons résultats. Alors le régime cétogène, le principe, c'est exactement le même en fait que de se supplémenter avec des triglycérides à chaîne moyenne, quoique les deux ensemble fonctionnent mieux que l'un tout seul. Le principe, c'est de diminuer totalement sa consommation de glucides pour forcer l'organisme à utiliser les lipides pour fournir de l'énergie au corps. Ça va permettre de fabriquer des corps cétoniques qui sont des corps qui vont être préférentiellement utilisés par les neurones et qui semblent bénéfiques dans la maladie d'Alzheimer. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, les neurones semblent dysfonctionnels, ont du mal à utiliser l'énergie qui leur est apportée, et notamment sous forme de sucre, mais par contre sous forme de corps cétoniques, ça a l'air de mieux fonctionner. C'est pour ça qu'il y a une amélioration des symptômes. On ne sait pas exactement dans le détail pourquoi, mais c'est comme ça. Par contre, dans le détail, si on veut être très précis, il semble que chez certaines personnes, en raison de critères génétiques dans le métabolisme des lipoprotéines, le régime cétogène ou les triglycérides de coco à chaîne moyenne sont pas toujours efficaces. Enfin, il y a quand même un effet potentiel, ça serait quand même super intéressant qu'on nous explique que oui, il y a peut-être une substance naturelle qui peut aider les gens qui aujourd'hui n'ont aucune solution face à cette pathologie. vendeuse attire le client en proposant un produit miracle capable de soigner les maladies les plus graves. La grippe de chasse, c'est l'oblier, donc c'est l'écorce interne d'une liane de 30 mètres qui vient de forêt amazonienne. Et à lui tout seul, c'est une pharmacie parce qu'il soigne tous les cancers, surtout gastriques. Donc là, effectivement, on est dans l'escroquerie et le mensonge massif, donc tout est un peu mélangé, hein. On avait des choses qui étaient un peu scientifiquement valables, même si c'était extrapolé et exagéré, puisqu'il parlait de soigner et de guérir Alzheimer, et là on parle de le remède miracle, effectivement, c'est tout de suite. Encore plus miraculeux que la griffe du chat, il y a le chaga sibérien. Encore plus miraculeux, le sachet pour une cure de 7 semaines. En fait, il a la capacité de venir trouver les cellules cancéreuses et de les détruire. Donc évidemment, c'est n'importe quoi, mais ce qui est problématique, encore une fois, dans un reportage comme ça, c'est qu'on n'est pas plutôt une éducation. Le but, ce qui serait intéressant, ça serait d'éduquer les gens à bien choisir les compléments alimentaires, à faire la distinction entre une escroquerie et ce qui n'est pas une escroquerie. Et là, on est dans un truc où le but, c'est uniquement de critiquer tous les compléments alimentaires. Et le point pourquoi aux États-Unis ça devient célèbre, c'est pour son côté anti-âge. Il va ralentir du vieillissement de la peau et de l'organisme. Discours pseudo-scientifique, promesses illusoires. Ici, les charlatans surfent sur l'attrait pour les médecines douces et la peur des médicaments chimiques
pour vendre à prix d'or des compléments alimentaires qui échappent à tout contrôle. Donc là, encore une fois, hein, c'est faux. Les compléments alimentaires n'échappent pas à tout contrôle, surtout en France. Ils sont fabriqués en France, ils sont extrêmement contrôlés, la qualité est excellente, et donc on essaye de faire peur, tout simplement. Mais les salons du bien-être ne sont pas le seul terrain de jeu des marchands de rêve. Les faiseurs de miracles sévissent aussi sur la toile. En quelques clics, on peut acheter des compléments alimentaires pour la mémoire, contre le cancer ou pour stimuler la vigueur sexuelle. Des produits garantis 100% naturels qui cachent souvent la présence de médicaments. Dans son laboratoire, Myriam Mallet-Martineau traque les compléments alimentaires frauduleux. En 2016, elle a procédé avec son équipe à l'analyse de 150 compléments minceurs achetés sur Internet. Résultat. Donc, comme je vous le disais, hein, d'ailleurs on le voit derrière, c'est pas du tout des produits français, hein, achetés sur Internet et donc pas du tout fabriqués en France. Et il y a énormément de fraude effectivement là-dessus. 2 médicaments. Principalement la sibutramine, qui est un médicament coupe-faim, qui a été retiré du marché en 2010 parce qu'il provoquait de très gros troubles cardiovasculaires. Plus un laxatif qui est interdit depuis 1999 parce qu'il est cancérigène. Donc le message, c'est effectivement d'être extrêmement prudent. Il faut que les consommateurs sachent qu'il peut y avoir de la fraude. Et que ce qu'on leur vend comme étant 100% naturel peut ne pas être 100% naturel. Bah oui, mais encore une fois, c'est pas de là que vient le risque, c'est d'expliquer aux gens où est-ce qu'il faut acheter les compléments alimentaires pour pas qu'il y ait des risques, c'est-à-dire dans les endroits où c'est parfaitement contrôlé par les autorités de santé. Une autre famille de compléments alimentaires expose les consommateurs à de graves dangers. Les stimulants sexuels censés favoriser l'érection. Sur plus de 300 produits analysés, les 2/3 étaient falsifiés. Pour le vérifier, nous avons demandé à Myriam Mallet-Martineau d'analyser 2 stimulants vendus sur un site marchand. Donc on arrive à la fin du reportage. 100% naturel. On imagine qu'ils vont trouver des médicaments. Si le produit à 35 € est conforme, celui vendu 10 € contient des résidus d'un médicament bien connu. Ça montre que ce complément alimentaire est adultéré par ce médicament, par ce principe actif qui est le sildenafil, c'est-à-dire le Viagra. Au moins c'est efficace. Donc pour avoir une efficacité comme celui-là, comme on vous le promet sur la boîte en 30 minutes, et l'efficacité va durer plusieurs heures, sont pas les plantes qui conduisent à cette... Oui. C'est bien parce qu'il y a un médicament qui est fait pour ça, qui a un effet aussi puissant. Pour augmenter l'efficacité de leurs produits, certains fabricants vont encore plus loin. Ils mettent ce qu'on appelle des analogues, qui sont des molécules qui ont une structure très proche. Bah, c'est pareil, hein, ils mettent, hein, c'est certainement pas des entreprises françaises hein, qui font ça. Des médicaments. Ni européennes d'ailleurs. Ces molécules n'ont jamais été testées chez l'homme, puisqu'elles n'ont jamais été mises sur le marché. Donc elles n'ont jamais obtenu l'autorisation de mise sur le marché. On ne connaît pas du tout les effets secondaires, les effets indésirables de ces molécules. De nombreux compléments alimentaires vendus sur Internet seraient donc inefficaces ou dangereux. Pour ne pas s'exposer à ces risques, un seul moyen, acheter ces produits en pharmacie. Alors non, c'est pas le seul moyen, effectivement. On peut acheter en pharmacie, mais on peut aussi acheter sur Internet chez un laboratoire français qui fabrique en France. À l'heure actuelle, les circuits de distribution des compléments alimentaires sont vraiment multiples. Et donc, la plupart du temps, les personnes qui en achètent ne sont en contact avec personne pour choisir leurs compléments alimentaires. Là où il peut y avoir un avis qui est donné, c'est lorsque les personnes achètent en pharmacie. Donc là, il peut y avoir l'avis du pharmacien pour choisir les compléments alimentaires qui, alors, à défaut d'être efficaces, en tout cas, seront les moins dangereux pour les personnes.
Alors, oui, c'est vrai que le conseil du pharmacien, ça peut être intéressant, mais encore fût-il qu'il soit formé aux compléments alimentaires et à ce genre de choses qui ne font pas partie du cursus du pharmacien à la base. Donc, si lui-même n'a pas suivi une formation spécifique ou ne s'y intéresse pas à titre personnel de manière très approfondie, eh ben, il ne sera pas en mesure de conseiller correctement le client. Et par ailleurs, il faut quand même signaler que les compléments alimentaires qui sont vendus en pharmacie sont principalement des compléments alimentaires plutôt bas de gamme, parce que le tarif est plutôt bas, parce que eh bien, les gens qui vont en magasin pour acheter un complément alimentaire dans ce genre de cadre n'y connaissent rien, et donc ils ne sont pas prêts à mettre une somme significative, et donc en termes de qualité, eh bien, c'est souvent des produits qui sont mal formulés, avec par exemple cette fameuse acide folique de synthèse, avec de la vitamine E par exemple, qui est sous forme d'alpha-tocophérol seul, alors que dans les aliments, on trouve un mélange des 4 tocophérols, avec pareil des conséquences sur la santé qui ont été mis en évidence dans différentes études. Il y a tout un tas de critères qui sont intéressants quand on choisit un complément alimentaire pour effectivement limiter les effets secondaires, pour en tirer un maximum de bénéfices et ne pas avoir d'effets néfastes, mais à aucun moment il n'en est question dans ce reportage, ce qui est bien dommage. On sent que c'est pas pour nous pousser à la consommation. Le marché des compléments alimentaires semble avoir de beaux jours devant lui. Pourtant, la plupart des études scientifiques l'affirment. Pour doper son capital santé, rien de tel qu'une alimentation saine et variée. Facile à dire, mais en pratique, quels aliments faut-il privilégier ? À Marseille, nous retrouvons sur un marché Patrick Borel, le spécialiste des vitamines. Dans ce dédale de fruits et légumes, il nous livre quelques astuces pour faire les bons choix. Ce qui est très intéressant dans ces deux aliments, les oranges et le poivron, c'est que, contrairement à ce que l'on pense, les oranges ne sont pas forcément les aliments les plus riches en vitamine C. Le poivron contient plus de vitamine C que l'orange. Les pommes de terre sont relativement pauvres en vitamine C, mais on en consomme de telles quantités chaque jour qu'elles contribuent à 20% de nos apports en vitamine C. Un peu plus loin, c'est ce chou qui attire l'œil de l'expert. Alors c'est un très joli légume et il est particulièrement intéressant parce qu'il contient un composé qui s'appelle la lutéine. Et la lutéine se retrouve au niveau de notre macula, c'est la tache jaune qui est au centre de notre œil. Et cette lutéine pourrait prévenir de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Elle pourrait prévenir et également aider à lutter contre la dégénérescence maculaire quand elle est déjà installée. On a pas mal d'études là-dessus. Et les études montrent que c'est pas que la lutéine, c'est aussi la lutéine mélangée avec la zéaxanthine au minimum. Par ailleurs, il y a des dosages précis qui ont été démontrés dans les études scientifiques. C'est au moins 10 mg de lutéine et 5 mg de zéaxanthine. Vous verrez que la plupart des compléments alimentaires qui en contiennent n'en contiennent pas suffisamment. C'est pour ça qu'ils sont peu ou pas efficaces. Et le problème avec l'alimentation, c'est qu'il va falloir manger tous les jours ce chou et d'autres aliments qui contiennent ces nutriments comme les épinards justement ou le jaune d'œuf pour avoir la bonne quantité au quotidien. En fait, si on consomme des... C'est en cela que les compléments alimentaires effectivement sont très intéressants. Ce n'est pas pour le fer, c'est pour la lutéine. Et Popeye, il n'aurait pas dû avoir des gros muscles, il aurait dû avoir une supervision. En fait. Et finalement, intrinsèquement, il a parlé d'un composé présent dans ces végétaux qui s'appelle la lutéine et qu'on peut isoler et mettre dans un complément alimentaire. Et donc en fait, indirectement, il valide le fait que oui, les compléments alimentaires peuvent avoir un effet sur la santé, et ici en l'occurrence sur la santé des yeux. Les vitamines et les minéraux se trouvent aussi dans les aliments d'origine animale. Le lait pour le calcium, le boudin noir pour le fer, mais aussi le poisson, riche en oméga 3. Les oméga 3 sont des lipides, sont des acides gras qui vont se retrouver notamment au niveau de notre rétine, au niveau de notre cerveau, et qui vont contribuer à un bon fonctionnement de nos cellules, de nos membranes cellulaires. Saumon, hareng, morue, ce sont aussi des sources de vitamine D. Et c'est avec l'un de ces poissons gras que l'on fait un vieux remède de grand-mère. Quand on extrait le foie de la morue, on extrait de l'huile. C'est cette huile de foie de morue qui est extrêmement riche en vitamine D et en vitamine A. Et c'est très intéressant de consommer cette huile de foie de morue qui apporte des quantités très intéressantes de vitamine D. Alors, elle apporte surtout de la vitamine A, l'huile de foie de morue, beaucoup moins de vitamine D, mais c'est vrai toutefois que la quantité de vitamine D présente dans l'huile de foie de morue peut être suffisante pour limiter et empêcher le rachitisme. Elle était d'ailleurs utilisée pour ça à l'époque, avant qu'on développe des compléments alimentaires un peu plus évolués. Maintenant, si on veut combler un déficit en vitamine D, l'huile de foie de morue n'est pas la plus indiquée, parce que les doses de vitamine D présentes sont un petit peu faibles, et
si on augmente la quantité d'huile de foie de morue consommée, là on risque un surdose de vitamine A pour avoir en comparaison la bonne quantité de vitamine D, parce que dans l'huile de foie de morue, les deux sont indissociables. Et si ces aliments Et pour rappel, en fait, en vrai, la vitamine D, majoritairement, provient du soleil et pas de l'alimentation. D'où l'intérêt du complément. Parce que leur composition est très complexe. Dans un fruit, dans un légume, dans un aliment. Alors vous allez me dire, on pourrait tout simplement, effectivement, s'exposer plus au soleil, effectivement, sauf que on ne le peut pas toujours. On travaille, beaucoup de gens travaillent à l'intérieur dans des bureaux toute la journée, s'exposent pas forcément beaucoup au soleil, et donc même en été, ils peuvent manquer de vitamine D. Tout le monde n'a pas les moyens de partir en vacances, et tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans un endroit où il va s'exposer au soleil tous les jours. Je pense notamment aux gens qui partent très tôt le matin, qui prennent les transports en commun, qui rentrent tard. C'est compliqué de s'exposer forcément au soleil suffisamment pour avoir sa dose de vitamine D quotidienne. Vous avez un nombre très important, plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers de molécules protectrices, avec une matrice, des protéines, des fibres, de l'eau, qui permet une bonne disponibilité optimale. Cet équilibre protecteur, vous allez beaucoup plus l'avoir dans les aliments que dans un complément alimentaire qui a plus toute la matrice, qui a plus tout le vecteur qui induit la protection. C'est une assertion gratuite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas soutenue scientifiquement. Si on prend justement l'exemple de la lutéine et de la zéaxanthine, on a constaté qu'effectivement, prendre de la lutéine et de la zéaxanthine séparées, on avait exactement les mêmes bénéfices que de prendre les épinards sur la santé des yeux. Alors bien sûr, quand on mange des épinards, on n'apporte pas que de la lutéine et de la zéaxanthine, on va apporter d'autres nutriments, des minéraux, du potassium, des fibres qui sont effectivement bons pour la santé, et ça c'est le cas. Mais globalement, en ce qui concerne les compléments alimentaires, quand on prend un complément alimentaire qui est bien formulé, on a les mêmes bénéfices que l'aliment qui contient le complément alimentaire. C'est pour ça que je vous parlais de ces fameuses folates pour la vitamine B9, de la vitamine E sous forme d'un mélange de tocopherol, exactement comme dans les aliments, à l'inverse des compléments alimentaires qui contiennent de la vitamine E sous forme d'alpha-tocopherol seul, où là, effectivement, on est dans un produit très isolé, et on a des études récentes qui ont montré que ça pouvait être néfaste pour la santé, parce que ça crée un déséquilibre de nos propres tocophérols au sein de notre organisme. Aucun complément alimentaire ne remplacera une alimentation diversifiée et saine. Ça c'est sûr. Déjà, Hippocrate l'affirmait, que ton aliment... Alors, aucun complément alimentaire ne remplacera une alimentation équilibrée et saine. Là, c'est intéressant, ça me fait rebondir sur ce que j'ai lu. J'ai lu une interview de Madame Touvier qui était interviewée dans le reportage, et j'ai noté d'ailleurs ce qu'elle disait. Qui faisait part en fait des analyses des études qu'elle fait à l'INSERM justement sur la population de personnes qui utilisent les compléments alimentaires. Alors ce qu'ils ont mis en évidence, c'est d'une part que les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à en utiliser. Donc ça c'est pas étonnant, parce que beaucoup de femmes utilisent effectivement les compléments alimentaires dans les sports de mincir. Et ça, les compléments alimentaires pour la cosmétique, etc., fonctionnent pas mal. Et ensuite, il a été démontré que la consommation de compléments alimentaires donc, est proportionnelle au niveau d'études des consommateurs, pour les adultes, et pour les enfants, proportionnelle au niveau d'études des parents. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a un rapport très important entre la consommation de compléments alimentaires et le niveau éducatif, voire les capacités intellectuelles. Enfin, en partie. Ces résultats sont confirmés par l'étude Nutrinet Santé lancée en 2009. Il montre également que les consommateurs qui prennent des compléments alimentaires sont aussi ceux qui connaissent le mieux les recommandations nutritionnelles officielles du PNNS. Ce sont également ceux qui mangent le plus d'aliments bio et qui ont globalement une alimentation et un mode de vie plus sain. Donc ça démontre clairement que l'affirmation que vient de faire Monsieur Fricker, elle est gratuite, elle est fausse, parce que les statistiques montrent que justement les gens ne prennent pas des compléments alimentaires pour remplacer une alimentation équilibrée. Au contraire, ce sont déjà des gens qui ont conscience de l'importance de l'alimentation, c'est ce que montrent ces statistiques, et qui font plus attention à leur alimentation et essayent d'optimiser leur santé en prenant un complément alimentaire. Alors il y a 2 moyens de voir ça. Il y a la version officielle comme elle est présentée dans ce reportage, qui est de dire que les gens qui prennent des compléments alimentaires, en fait, c'est vraiment ceux qui en ont le moins besoin, donc ils sont un petit peu bêtes. Et l'autre version de ça, c'est au contraire, c'est que ce sont les gens qui sont les plus éduqués, qui se sont le mieux renseignés sur les choses et qui savent que les compléments alimentaires, certains d'entre eux, peuvent être utiles pour leur santé, peuvent améliorer leur santé, les aider à être plus en forme au quotidien, à mieux profiter de la vie, avoir moins de problématiques particulières. Et donc c'est pour ça qu'ils prennent des compléments alimentaires. Et d'ailleurs, on a aussi des études qui montrent qu'il y a un lien
lien important entre le niveau d'études et d'autres comportements qui sont délétères, comme par exemple le fait de fumer. On a des études qui montrent que plus le niveau d'études est élevé, moins on fume. C'est-à-dire qu'il y a quand même un lien entre le fait d'avoir un haut niveau d'études et un haut niveau de culture et des comportements plutôt sains. Donc le fait que les personnes qui mangent bio prennent aussi des compléments alimentaires, bah, ça a plutôt, en fait, c'est plutôt une preuve que les compléments alimentaires, eh bien, sont intéressants et pas l'inverse. Sois ta seule médecine. Au XXIe siècle plus que jamais, il est urgent de remettre cet adage au goût du jour. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les compléments alimentaires. Donc comme vous le voyez, beaucoup de désinformation, c'est un petit peu malheureux. On n'a pas du tout parlé du fond, hein, puisque finalement le reportage s'est intéressé principalement aux compléments alimentaires minceurs, aux falsifications. À aucun moment on s'est intéressé aux ingrédients qui sont potentiellement intéressants. On nous a pas parlé de nutriments dont tout le monde manque en détail, la vitamine D, la glycine, la choline, le magnésium. Énormément de gens manquent de magnésium. C'est un complément alimentaire qui a démontré qu'il pouvait faire chuter la tension artérielle, qui diminuait le stress, qu'il améliorait le sommeil. Bref, il y a énormément de bénéfices, mais ça on n'en parle pas et on préfère nous dire que tout cela c'est dans l'imagination et qu'il faudrait mieux prendre des médicaments. Mais les médicaments n'ont jamais comblé les carences en vitamines ou en minéraux. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, avec un regard j'espère un peu plus objectif, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.